Donc effectivement, le thème de cette table ronde, ça va être la lecture en sensibilité, qui est une pratique qui est importée des États-Unis et qui commence à s'implanter en France et qui consiste à faire appel à des experts qui vont être issus de minorités afin de lire un scénario ou un traitement et d'identifier des biais ou des stéréotypes et éventuellement de proposer des pistes ou des idées qui vont être plus respectueuses de la représentation de ces minorités. Pendant cette table ronde, notre objectif, ça va être déjà de un peu mieux comprendre qu'est-ce que c'est cette lecture en sensibilité, quels sont les enjeux, les bénéfices, les limites aussi de l'exercice. Et pour ça, on a fait appel à un panel que vous voyez aujourd'hui. Je vais les laisser se présenter. Mais ce qui était important pour nous, c'est d'avoir des gens qui avaient différentes spécialités, entre guillemets, dans cette grosse enveloppe qu'est la lecture en sensibilité, et aussi différentes expériences, puisqu'on a à la fois des gens qui viennent de la lecture, des gens qui viennent aussi, il y a quelque chose de l'ordre d'une pratique militante, et il y a quelque chose aussi de l'ordre de venir du milieu de l'édition, et notamment l'édition jeune public, parce que c'est vraiment un endroit où la lecture en sensibilité est plus généralisée aujourd'hui, donc il y a un petit peu plus d'avance dans ce domaine qu'en tout cas dans l'audiovisuel. Et du coup, il y aura un temps de questions à la fin, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les garder pour la fin, ne vous inquiétez pas, on gardera ce temps-là pour vous. Donc je vais laisser les différents intervenants se présenter peut-être de manière un peu dans le sens de lecture, comme ça c'est plus simple. Et ensuite, on partira sur notre première partie de cette table ronde. C'est parti. Bonjour. Donc moi je m'appelle Garance Smith-Vaniz, je suis scénariste et consultante en scénario et je suis ici aujourd'hui en tant que coprésidente de l'association des lecteurs anonymes, qui est une association qui rassemble des lectrices et consultants en scénario et plus généralement des personnes qui travaillent dans le développement. Donc ça va être des personnes qui vont faire des retours sur des scénarios à différentes étapes des projets. On a des employeurs très variés, on peut travailler pour des boîtes de production, des sociétés de diffusion, des fois des auteurs eux-mêmes, des agences aussi, des Sofica, des commissions du CNC, etc. Donc c'est un métier très, très, très large qui est représenté par cet asso. Et donc moi, je ne suis pas lectrice en sensibilité à proprement parler, mais on va pouvoir en discuter de pourquoi ça reste pertinent sur la question de la lecture de scénario. C'est allé plus vite que je ne le pensais. Bonjour à tous, moi je suis Laurane Safou, donc je suis autrice de plusieurs romans, d'albums jeunesse, de bandes dessinées et bientôt d'un jeu vidéo. Donc je pense que la multiplicité des formats, on en parlera aussi, mais où je vise aussi une meilleure représentation des communautés noires en contexte francophone et français. Ça fait plus de 10 ans que je travaille sur la question, notamment dans le monde de l'édition. Et je suis aussi relectrice sensible, donc c'est une de mes casquettes depuis maintenant 4 ans. Eh bien, bonjour, moi je suis Gab Arrivel, je suis consultant en représentation de transgenre et non-binaire et j'ai cofondé l'association Représente Trans qui œuvre pour une meilleure représentation des personnes trans et non-binaires dans l'audiovisuel, le spectacle vivant et les jeux vidéo en France, ou francophone également. Moi, j'ai plutôt le titre de consultant que lecteur en sensibilité, parce que, on va le voir, il y a plusieurs boulots finalement dans cette lecture. Oui, on va pouvoir en discuter largement. Voilà, exactement. Mais j'ai travaillé un peu largement entre le court-métrage, le long-métrage, la série, la quotidienne et aussi les jeux vidéo. Donc le panel est assez large. Voilà. Bonjour. Donc moi je suis Isabelle Savary, je suis scénariste et coprésidente avec Sophie de l'association Singulière. J'ai aussi un passé dans le financement de projets. J'ai été directrice adjointe de France 3 Cinéma et j'ai dirigé temporairement la filiale cinéma de TF1. Mais aujourd'hui, je suis plus tournée vers l'écriture et ma réflexion porte sur l'écriture des personnages féminins. Via Singulière, on écoute des scénaristes nous parler de la façon dont ils écrivent les personnages féminins. Et d'ailleurs, dans 15 jours, au Festival de Clermont-Ferrand, on va faire une restitution un peu de ce qui a été dit lors de ces moments de discussion avec les scénaristes. Voilà.
Eh ben merci. Et donc moi je me présente, donc Sophie Goudgil. Donc moi aussi je suis donc coprésatrice. Je ne sais pas où je dois rester. Coprésidente. Oui, je suis punie. J'ai pas le droit de me lever. Donc je disais que donc je m'appelais Sophie Goudgil, que je suis. Non, j'ai l'impression que ça continue. Tu veux changer de micro? On va changer de place. Je vais partir en fait. Voilà, finalement c'est beaucoup mieux comme ça. Donc je disais Sophie Goudgil, donc co-créatrice de l'association Singulière, qui est une association qui encourage l'écriture de récits, qui met en scène des personnes, des lieux ou des communautés peu ou mal représentées dans le paysage audiovisuel. Et donc du coup, ce qu'on fait avec les personnages féminins, c'est un des volets de nos actions. Du coup, notre première partie, ça va être une définition un petit peu à la fois du terme et des enjeux. Pendant qu'on a la préparation de cette table ronde, il y a beaucoup de termes et de mots qui ont émergé, notamment la sensibilité qui vient de sensibility reading en anglais, il y a la relecture sensible, il y a le consultant en authenticité, il y a le consultant en représentation. Donc je vous demande un peu à chacun quel terme. J'ai l'impression que systématiquement, je sais pas, j'ai pas de chance aujourd'hui. Quel terme vous utilisez et pourquoi vous choisissez ce terme par rapport à un autre. Donc là, vous pouvez parler dans l'ordre où vous le souhaitez. Et ben moi, j'ai choisi le terme consultant parce que ça fait 6 ans, en 2025, un peu plus 7, que je fais ça. Et j'avais vu d'abord aux États-Unis qui utilisaient le terme consultant ou consulting, donc j'ai vraiment repris la même chose. Et le terme lecture me paraissait tellement, en sensibilité, me paraissait très lié au monde de l'édition. Donc pour la traduction au cinéma, ça me paraissait aller plus loin que la lecture du scénario. Il y avait peut-être des discussions avec le casting, des discussions avec le réal ou la réalisatrice. Donc ça m'a paru être un mot plus large que la lecture qui pouvait s'arrêter peut-être au scénario. Et j'avais discuté avec des personnes qui utilisaient le terme consulting aux États-Unis, notamment la personne qui a travaillé sur la série Euphoria. En fait, il a eu des entretiens avec le réalisateur, il a lu les scénarios, mais il a aussi été très présent sur toute la question des décors, la question du maquillage, la question de l'habillage, et sur le plateau, sur plusieurs jours de tournage, je crois que même sur tous les jours de tournage où les personnages trans étaient présents. Donc c'était quelque chose qui allait au-delà de la lecture. Donc c'est pour ça que j'ai choisi le terme consultant, parce que c'est quelque chose que je fais aussi au-delà de la lecture. Ça peut être l'occasion du coup aussi, au-delà de la question sensible, mais dans la lecture et la consultation en scénario en général, en fait, au lecteur anonyme, ça c'est quelque chose sur quoi on insiste pas mal. En fait, ce ne sont pas le même métier, le métier de lectrice ou de consultant-consultante, et ça n'implique pas les mêmes tarifs, parce qu'effectivement, quand on fait une lecture de scénario, que ce soit la lecture en sensibilité ou une lecture purement structurelle, on va dire, pour aider à améliorer le scénario, ça va être une lecture, c'est vraiment lire le scénario et faire ce qu'on appelle vraiment une fiche de lecture, où on va remplir un tableau, dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, et voilà, dire les points positifs et les points négatifs. Mais à partir du moment où on nous demande de proposer des pistes de réécriture et des idées pour retravailler le scénario, là ça commence à basculer vers de la consultation, et d'autant plus s'il y a un aspect échange humain de vive voix, etc. Quand c'est pas juste une fiche sur le papier, là ça bascule vraiment dans la consultation, et à partir de là c'est un spectre énorme, parce que effectivement ça peut aller jusqu'à accompagner sur un tournage, mais à partir du moment où déjà par exemple on va avoir l'auteur au téléphone pendant 1 heure, ça c'est de la consultation en fait, et donc au-delà de ça, après il y a, est-ce que tu voulais parler du mot de sensibilité aussi? Il y a cette question qui se pose. Donc, au lecteur anonyme, alors j'ai demandé récemment, justement en amont de cette table ronde, j'ai demandé si on avait dans cet asso des lectrices en sensibilité ou en authenticité, et personne ne m'a répondu.
Et en fait, quand on en parle plus profondément, on se rend compte qu'il y en a qui le font en fait, et il y en a qui le font de manière plus ou moins assumée, etc. Mais en fait, c'est un terme qu'on n'utilise pas encore en France, qui n'est pas encore assumé. Et donc, c'est vrai que c'est le moment, c'est le bon moment pour essayer de le définir et de décider en France qu'est-ce qui nous correspond. Et donc, il y a quelques années, au Lecteur Anonyme, il y a eu un groupe de travail qui s'est formé pour se poser la question de la lecture en sensibilité. Et ils ont commencé par se poser la question du titre, en fait, de ce métier. Et à ce moment-là, c'était soulever l'idée de potentiellement appeler ça plutôt de la lecture d'authenticité. Potentiellement pour pas froisser les personnes qui diraient « Oh, on peut plus rien dire, c'est de la censure, etc. » Ce qu'on trouve assez ironique parce que finalement, en fait, c'est peut-être eux qui sont plus sensibles que les personnes qui feraient de la lecture en sensibilité. Mais, et voilà, parce que peut-être, si on recontextualise aussi de manière plus générale, en France, culturellement, il y a un côté très péjoratif au mot sensible, et on a vraiment ce culte du rationnel, du pragmatique, et du coup, de mettre un mot comme la sensibilité, c'est comme si ça décrédibilisait complètement ce qu'on faisait vraiment, en fait. Et pourquoi pas parler d'authenticité, parce que le but, c'est aussi que la représentation, elle soit qualitative, en fait. Le but, c'est de ne pas offenser certaines catégories de population, mais c'est plutôt justement au contraire de bien porter un message et des valeurs pour pas que ça nuise, en fait, à des personnes et à certaines démarches. Et à partir de là, de la même manière que pour un film policier ou un film ou des séries médicales, etc., on va avoir des consultants flics, médecins, etc. Pourquoi on ne pourrait pas avoir des consultants sur la représentation trans, justement, sur la représentation du racisme et tout ça. C'est une consultation comme une autre, finalement. Et effectivement, je pense que c'est un peu le même état des lieux dans l'édition, dans le sens où je pense qu'on s'est un peu figé sur la notion de relecture parce qu'il y a les bêta-lecteurs, il y a les lecteurs du comité de lecture dans les maisons d'édition. Et je sais aussi que la manière dont la relecture sensible est arrivée en France, il y avait quand même ce lever de fourche par rapport à qu'est-ce que c'est ce concept américain importé en France. Comme s'il n'y avait pas de personnes justement minorisées en fait, dans un contexte français. Et là où ça s'est imposé aussi dans le monde de l'édition, c'est qu'il y avait déjà une conversation autour des représentations minorisées dans la littérature américaine, et le fait en tant que relecteur, le mot sensible soulignait aussi le fait d'être situé par rapport aux thématiques abordées. Et donc avoir cette sensibilité du vécu, mais pas que, comme tu l'as très bien rappelé aussi, cette expertise aussi autour de ces thématiques-là. Et peut-être qu'on y reviendra, parce que c'est pas simplement le fait que je sois une femme noire, c'est pas ça qui va faire que je vais analyser, etc. Et avoir ce travail de l'historicité du racisme en France ou en Afrique francophone, etc. C'est un travail de plusieurs années. Mais donc avoir en tout cas dans l'édition, je pense que ça s'est figé du coup autour de ce terme-là. Et donc relecteur sensible. Mais je pense aussi que ça pourrait évoluer parce que la question du consulting est arrivée beaucoup plus tard, notamment à quel moment on intervient sur le texte. Et je vois la différence aussi en 4-5 ans. Au début, les maisons d'édition... j'essaie de ne pas prendre de l'avance, mais au début, les personnes qui faisaient appel à moi, c'était lorsque le texte était déjà fini. Et puis, on a de plus en plus en fait, qui viennent me voir pour demander justement cette consultation, soit parce qu'ils sont au début dans les pistes de recherche, soit parce qu'ils ont un brouillon ou une V1, et ça change totalement aussi le travail à la fois qui nous est demandé, mais à la fois l'approche par rapport à l'œuvre aussi. Donc, je vois beaucoup de ponts qui se font, et je pense qu'il y a encore... parce que tu parlais aussi de la différence des formats. En jeu vidéo aussi, on m'a demandé une consultation, mais là, c'était pas vraiment sur le texte, c'était plus des guidelines, presque, des directives à donner en interne ou des choses comme ça. Donc ça peut être très varié. Ça peut être très, très varié. Et je voudrais juste revenir pour un peu partager avec tout le monde, parce que tu parles du milieu de l'édition, mais il me semble que c'est pas tout à fait pareil si c'est de l'édition pour le jeune public, pour les adolescents, ou si c'est de l'édition
qui est considérée encore en France comme de la grande littérature. Est-ce que cette question de la lecture sensible, elle s'est intégrée de la même manière partout, ou au contraire, est-ce qu'il y a des endroits où elle est acceptée et d'autres un peu moins ? Alors c'est encore en gestation et en évolution, mais ce qui est sûr, c'est que déjà elle est arrivée par le biais des traductions américaines. Comment ce livre américain sur les violences policières, quand je le traduis, je peux être respectueux de la traduction, et donc des choix qui sont faits lors de cette traduction-là. Et là, j'utilise un cas où les questions raciales sont dans l'intrigue, mais il y a d'autres fois où là, c'était pour la traduction des coiffures afro en français, comment on les traduit. Et en fait, il n'y a pas ça dans les dictionnaires. Et aussi, c'est un savoir. C'est-à-dire que même le vocabulaire que je vais utiliser, il est pour un public français. Donc, il s'appuie sur un vocabulaire afro-caribéen, particulièrement avec l'île de la Martinique et le Guadeloupe. Donc, en fait, c'est un travail aussi de savoir, dans cette traduction, comment je rends cette réalité américaine en utilisant des références aussi qui sont dans la diaspora afro. Et donc je pense que la traduction a permis déjà de cantonner cette question à c'est un concept américain, donc on l'applique à des œuvres américaines. Et puis au fur et à mesure, il y a eu une évolution sur qui vient demander ce service. Est-ce que c'est la maison d'édition qui vous contacte pour un auteur qui sont sur le point de publier, ou est-ce que c'est l'auteur lui-même avant de trouver même une maison d'édition qui vient vous voir? Là encore, c'est extrêmement varié. Mais donc c'est même plus une question de genre à ce stade, en fait. Par contre, effectivement, on l'a vu plus dans la littérature ado, dans la littérature jeunesse, et encore, même jeunesse, ça dépend même du format. C'est-à-dire que le travail qui va être fait sur un roman ado qui parle d'une famille hispanique ou de quelque chose comme ça ne serait pas le même travail sur un album jeunesse qui prend en compte l'illustration, en fait. Et le rapport au texte et comment en fait on représente aussi les peaux noires dans une illustration, parce que ça aussi ça a une histoire coloniale, etc. Donc c'est très large. Et enfin effectivement il y a aussi un certain élitisme à penser qu'un certain type de littérature reste intouché. Mais ça c'est le produit d'une tradition littéraire française qui part du principe que une idée ça vous tombe dessus et c'est neutre et c'est sacré et on la sort comme ça. Or, on est tous le produit d'une société traversée par des discriminations et on les reproduit, en fait. Donc, et donc même au-delà de la question des valeurs, je pense qu'il y a aussi, en tout cas en littérature, on a cet attachement à parler d'une littérature universelle, mais est-ce qu'on est prêt à faire le travail pour qu'elle soit réellement universelle et donc ouverte à tous, en fait. Et c'est la conversation que j'ai souvent, que ce soit avec des éditeurs ou avec des auteurs. C'est est-ce que ce stéréotype raciste que tu as dans ton texte, il est essentiel à ton histoire, en fait, ou est-ce que justement, en fait, tu déblayes pour arriver à une histoire en fait qui est ce qu'elle est. Il n'y a aucune originalité à réutiliser des tropes sexistes, négrophobes, etc., etc. Donc même la question, je ne vais pas aller plus loin, mais c'est... Laura va faire toute la table ronde. Pardon. Cela dit, c'est passionnant. Sujet qui me passionne. Ouais. Mais tu as évoqué un point super important qui est qu'en fait, on n'a jamais une idée qui nous arrive toute cuite. Vraiment, est touchée par rien d'autre. On ne fait que reproduire ce qu'on a déjà vu, plus ou moins consciemment, et très souvent inconsciemment. Et on le voit dans les représentations trans où un film, en fait, a impacté les autres, où ça a appris les personnes cis, donc les personnes qui ne sont pas trans, à réagir aux personnes trans, qui était de vomir. En apprenant que la personne en face est trans. Donc après, on a vu ce motif se répéter dans plusieurs films. Et donc du coup, plus il est répété, plus on pense que c'est la réaction à avoir, même si c'est pas une réaction très sympathique. Et donc du coup, le choix que j'ai fait dans consultant en représentation, c'est qu'il y a l'idée de responsabilité derrière, parce que les représentations, elles ne sont pas innées, elles sont construites. Elles sont construites pour un imaginaire global de la société, du public, qui est peut-être le public juste d'une salle, ou le public de millions de téléspectateurs, ou de millions de spectateurs en cinéma ou spectatrices. Donc il est là de réfléchir aux représentations, en fait, de faire appel à de telles personnes ou s'intéresser à ces sujets. Ça impose de réfléchir à qu'est-ce qu'on a vu et est-ce qu'on est d'accord pour le reproduire vraiment. Et donc voilà, c'était pour... Je suis tout à fait d'accord. Et surtout, c'est aussi reconnaître qu'il y a une historicité avant l'œuvre qu'on a créée. Que ce soit toujours sur le cas des communautés noires, mais les personnages noirs,
c'est ce que j'explique en général, sont arrivés en littérature française avec la littérature du voyage. C'est-à-dire qu'on les a découverts, grossis à travers des carnets de voyage. D'abord, c'était des carnets de voyage qui se voulaient exhaustifs et objectifs. Et ensuite, il y a eu une demande de la presse française de rendre ça divertissant. Et donc là, on a vu arriver la caricature du sauvage, la caricature de l'autochtone, du cannibale, etc., etc., etc. Mais donc, et c'est resté jusqu'à nos jours dans la littérature. Et nous, on est avec ça, on le voit partout. C'est ce qui fait qu'on a eu plein de livres pour enfants avec des personnes noires avec un os dans le nez. Enfin, c'est construit en fait. Et s'asseoir, et justement, comme tu le dis, reconnaître notre responsabilité, mais aussi le fait qu'on appartient à cette histoire-là, c'est aussi se questionner sur ce qu'on a acquis, en fait. Et c'est aussi se questionner sur ce qu'on peut transmettre, parce que ça a un impact très direct. Les personnes trans dans le cinéma sont presque inexistantes. Les chiffres de 2019, c'est je crois 0,9% pour le cinéma français, pour les personnages, je dis bien. Et en fait, on était là au tout début. Parmi les toutes premières images qui ont suivi l'invention du cinéma, c'était l'invention d'un personnage qui se travestit ou qui en tout cas casse les codes du genre, et c'était pour la comédie que c'était utilisé. Donc on voit qu'en fait on est là depuis le début, mais on fait que se moquer de nous. Sauf que cette moquerie, on sait où ça mène, le harcèlement et les moqueries, ça mène au suicide. Et les personnes trans, les jeunes personnes trans, ils sont particulièrement sensibles, et c'est des taux de suicide qui sont très élevés pour les jeunes personnes trans. Et donc du coup aujourd'hui se dire je vais écrire un personnage trans, et le faire juste en ayant les précédentes représentations en tête, c'est forcément reproduire des clichés. Mais se dire aujourd'hui j'ai une responsabilité, je sais ce qui se passe pour les personnes trans politiquement ou juste dans une vie quotidienne, la précarité est plus importante, nos droits sont limités par rapport aux personnes qui ne sont pas trans, et on peut se dire que ok, l'histoire que je vais raconter elle va avoir un certain poids. Évidemment ça va changer d'un médium à un autre. Si on est sur une série quotidienne à destination des collégiens, on ne va pas du tout dire la même chose que sur un film qui a pour but d'aller aux Oscars. Enfin bref, voilà, c'était pour dire qu'il y a une responsabilité très importante parce qu'elle a un impact direct, vraiment. Et on l'a vu très rapidement aux États-Unis sur la série Modern Family qui a permis de changer l'opinion publique sur le mariage pour tous aux États-Unis. Donc voilà, on peut presque lier ça aux séries qui sont devenues plus ouvertes, plus inclusives, qui l'ont fait mieux. Et du coup, les législations ont changé par la suite. C'est aussi l'importance des représentations. Et à l'inverse, nier cette responsabilité-là, c'est nier aussi une réalité qui est la réception de nos œuvres. On fait ces œuvres pour des gens. Et quand vous avez des impensés où on se dit « mais non, c'est juste de la création », ça fait que vous avez par exemple un livre pour enfants qui s'appelle « Je ne veux pas être noir », sorti en 2012, à destination des enfants de 8 ans, qui est dans plein de bibliothèques scolaires, et où en fait, personne n'a pensé, même pour tous les enfants, mais juste personne n'a pensé à l'enfant noir qui tombe sur ce livre, et qui voit une petite fille blanche qui sur la couverture en train de se dire « je veux pas du tout être noir parce que c'est la pire chose au monde ». Vous donnez ça à des enfants qui sont en construction, vous donnez ça à des enfants qui sont en train d'essayer d'avoir confiance en eux, qui construisent leur vision du monde, et après on s'étonne que les discriminations se perpétuent. C'est un petit peu... Voilà, je pense on oublie parfois aussi, au-delà de l'art, puis il y a des gens en face aussi. Garance, je crois que tu avais dit. Ouais, c'était juste pour rebondir sur cette question de la responsabilité et de la soi-disant neutralité. Alors effectivement, du coup, déjà, en tant que scénariste, pour moi, c'est une évidence qu'on a une responsabilité politique, en fait, et toute personne qui crée du contenu, en fait, parce qu'on voit bien qu'on se construit avec les médias qu'on consomme, notamment avec les images qu'on consomme, surtout aujourd'hui. Et au-delà de ça, alors ça c'est vraiment mon avis personnel et je sais que ça reflète pas forcément les avis de tout le monde dans mon association, mais moi en tant que lectrice ou consultante en scénario, et c'est pour ça que je me pose la question de la lecture en sensibilité, c'est que je me considère pas comme neutre et je pense pas qu'on puisse être neutre en lisant un scénario. On peut pas juste, d'autant plus dans une société où en fait on part du principe que la neutralité ça va être un mec blanc, cis, hétéro, plutôt bourgeois. Et valide, en fait,
pour moi, la neutralité n'existe pas et tout le monde, on va lire un scénario de la même manière qu'on va l'écrire avec tout ce qu'on est et nos expériences passées et l'intersection de nos potentielles discriminations ou pas. Et en fait, on ne peut pas faire semblant que ça n'existe pas. On a chacune notre regard sur les choses. Et moi, à titre personnel, quand je fais une fiche de lecture ou une consultation, je parle en tant que moi. C'est mon regard qu'on m'a demandé, donc c'est le mien que je vais donner. Et je suis très sincère avec ça. Et il se trouve que je suis une femme queer et que je suis que je suis de gauche et que du coup je suis très renseignée sur plein de choses là-dessus. Et que quand je vais lire un scénario, si je remarque que le personnage de la femme c'est une plante verte et qu'il y a des choses hyper racistes ou homophobes, etc., moi je le dis. Même si généralement moi ça s'adresse pas à des auteurs, ça s'adresse plutôt à des diffuseurs ou des producteurs pour qui je travaille. Mais en fait, dans tous les cas, moi c'est des choses que à titre personnel, je considère que je ne peux pas les laisser passer. C'est aussi ma responsabilité de signaler quand il y a un problème. Après, effectivement, comme officiellement ils ne sont pas venus me chercher comme une lectrice sensible ou d'authenticité, ils en font ce qu'ils en veulent. Mais moi, juste je le signale et c'est là que moi je me suis jamais... quand Sophie est venue me chercher, je me suis dit mais je ne suis pas lectrice en sensibilité, est-ce que j'ai des choses à dire? Mais en fait, oui, parce que notamment tant que c'est pas hyper démocratisé comme pratique, en attendant, il reste un peu que nous comme garde-fous. Donc moi, je considère que c'est vraiment ma responsabilité de signaler quand il y a des problèmes, quoi. Oui, donc je rebondis sur ce que tu disais. C'est pas hyper démocratisé encore d'être lecteur sensible ou lecteur en sensibilité ou lecteurice ou... Enfin, voilà, on a encore du mal parce que ça nous vient des États-Unis où là ça l'est plus, en tout cas partout d'ailleurs, mais dans le secteur de l'audiovisuel ça s'est démocratisé et le mot qui est utilisé, vous me dites si je me trompe, mais c'est sensitive reader et du coup sensitive reader, c'est ça, ouais. Sensitivity, oui. Ah ok. Donc vous voyez, même moi je ne le sais pas. Et du coup, on cherche une traduction en France et ça montre à quel point, même si c'est présent aux États-Unis, c'est nouveau en France. Mais il faut savoir qu'avec l'émergence des plateformes, en France, Netflix, Amazon et d'autres, ça va être un métier qui va se développer de plus en plus. C'est des gens qui sont déjà très vigilants sur ce qui sont ces sujets, les sujets sensibles. Et ça va inciter aussi nos chaînes françaises et ceux qui financent les films à l'être. Donc en fait, la question de la lecture ou des consultants en sensibilité, elle va devenir très vite essentielle. Donc c'est pour ça aussi qu'on réfléchit à ce sujet et qu'on va essayer de rendre ça plus formel. Mais on est encore assez en amont. On est en fait en pleine réflexion et même sur le nom, on ne sait pas encore. Donc il n'y a pas d'erreur. En fait, on peut employer plein de mots pour le dire, puisqu'on ne sait pas encore lequel est le plus juste, en tout cas lequel sera utilisé dans l'audiovisuel. Je ne sais pas. Oui. Après, je pense que c'est important quand même de différencier bien la lecture de la consultance pour aussi des questions de cohérence avec ce qu'on fait. Parce que j'ai l'impression, et on va y venir aussi sur vos parcours personnels et de comment vous y êtes arrivés, il y a quand même beaucoup de choses qui ne sont pas du tout structurées, vous n'arrivez pas du tout par les mêmes portes, et on ne vous demande pas forcément les mêmes choses pour les mêmes tarifs, voire pour pas de tarifs, on va en reparler aussi. Et du coup, c'est vrai que déjà au moins cette distinction-là, lecture, consultation, je pense que c'est bien aussi de vraiment l'avoir en tête parce que ce n'est pas le même travail tout à fait les deux. Et c'est pas tout à fait les mêmes gens. Et sur la question des enjeux qui était un peu la suite de cette partie, je pense que vous avez quand même largement répondu. Après, je trouve ça intéressant d'évoquer les raisons plus profondes de pourquoi est-ce que, à votre avis, ça ressemble à de la censure pour certaines personnes. Quelles sont ces craintes, en fait, et est-ce que ces craintes sont justifiées ou pas, et qu'est-ce que c'est que le travail exactement, comment est-ce qu'on peut s'adresser à ce genre de personnes pour leur montrer que, justement, voilà, c'est pas de la censure, mais plus une espèce d'expertisation du scénario sur un sujet précis, quoi. Parce que juste, je finis. Vous avez parlé rapidement de la question de pourquoi on a des consultants policiers si on est dans un film policier. On ne parle pas de consultants
en représentation des personnes noires forcément systématiquement. Et on va plus dire sensibilité parce que du coup visiblement les policiers sont moins sensibles que les personnes noires ou les personnes trans visiblement. Mais du coup, j'ai jamais entendu quelqu'un se dire « Ah là là, j'ai eu un policier qui est venu nous parler de son métier, je me sens censuré ». Donc comment est-ce qu'on peut un peu débunker cette chose-là aussi ? Parce que c'est important en fait d'être assez au clair sur est-ce que c'est de la peur du jugement, est-ce que c'est de la peur de faire mal, est-ce que c'est de la peur d'être banni à jamais enfin, qu'est-ce qui joue derrière à votre avis et qu'il faut un peu dédramatiser peut-être ? C'est sûr que personne ne va apparaître derrière quelqu'un qui est en train d'écrire pour lui retirer son stylo ou son poste d'ordinateur. Enfin, je n'ai pas cette capacité-là. Et même si j'avais, je pense que je ne me téléporterais pas là. J'ai autre chose à faire. Mais c'est marrant ce que tu dis par rapport à la police. Justement, on a déjà entendu des médecins ou des policiers dire oui, dans cette série, ça va trop vite ce truc-là, ou dans la réalité, c'est pas ça. Donc il y a un jeu quand même avec la réalité. Sauf qu'avec la réalité des personnes trans, des personnes noires, des personnes queer, c'est pas tout à fait la même chose. On peut pas jouer de la même façon. Je pense au film Un homme heureux sur lequel j'ai travaillé, qui raconte la transition d'un homme trans âgé de 60 ans, voire même un peu plus. Et en fait, l'origine de l'idée, c'est le scénariste qui a appris qu'une de ses voisines transitionnait et que sa femme était restée avec elle. Et il s'est dit mais c'est super intéressant, par contre le plot twist c'est que je vais renverser la transition. Au lieu que ce soit un homme qui transitionne vers femme, je vais faire une histoire où c'est une femme qui transitionne vers homme. Sauf qu'en fait dans la réalité des choses, il y a quelques hommes trans qui transitionnent hyper tard, mais dans la réalité des choses, dans la sociologie des choses, en fait les hommes trans la plus grande proportion des hommes trans transitionnent beaucoup plus jeunes, avant 30 ans. Voire, j'ai même posé la question à plusieurs professionnels de santé et je leur ai demandé voilà, c'est quoi les ordres d'âge que vous avez en termes de patients. Il m'a dit le plus âgé que j'ai vu là de toute sa carrière, c'était 40 ans chez les hommes trans. Donc on est quand même sur une marge de 20 ans de différence. Et donc du coup, là on peut jouer sur ce petit facteur, mais parce qu'il savait rien et au final il en a écrit son histoire sur laquelle j'ai pu revenir heureusement. Mais il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas jouer comme ça, notamment, je pense à une série sur laquelle j'ai pu travailler, où il y avait la notion que la testostérone rend violent. Il y avait ce besoin parce que dans l'enquête, voilà. Sauf qu'en fait, la testostérone, biologiquement, ça ne rend pas violent, ça n'est pas lié à ça. Et donc du coup, il y avait le besoin, en fait, si tu racontes cette histoire-là, après, ça va faire croire que tous les hommes trans qui prennent de la testostérone, ils sont violents. Alors que non. Et enfin bref, voilà, il y a tout un curseur. On ne peut pas jouer autant avec la vie des personnes trans qu'on peut jouer avec la vie des policiers, qui est leur métier, et on peut dire, voilà, ok, il a fait la garde à vue, elle n'a pas duré 48 heures, bon, ou plus, c'est votre histoire, après, de toute façon, les lois peuvent changer sur la garde à vue. Après, au-delà de ça, je pense que si on veut retourner l'argumentaire de la censure, ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire, au contraire, là, tout ce que tu viens de nous raconter, d'apprendre ça. Moi, si je suis scénariste, je suis en train de travailler sur un projet, d'apprendre ça, ça me donne plein de nouvelles clés pour développer une histoire avec des conflits, avec de la complexité dans mes personnages. Donc, en fait, c'est peut-être intéressant de se dire que plutôt que de se dire qu'on va avoir quelqu'un derrière l'oreille qui va nous dire dis pas ça, dis pas ça, dis pas ça, en fait on va avoir quelqu'un qui va apporter de la matière supplémentaire qui non seulement permettra une meilleure représentation mais en plus peut apporter à l'histoire finalement. Ça peut être vachement intéressant. C'est ça, et en fait je trouve que c'est souvent là où même si je ne pense pas qu'on soit forcément là pour rassurer les gens, mais sur le fait que c'est un travail en fait de faire évoluer justement un texte ou une histoire. Et ça, que ce soit le fait de chercher que ce soit le fait de faire la recherche sur un pays qu'on ne connaît pas et donc on va faire des recherches pour. Enfin, c'est admettre aussi qu'il y a des choses qu'on ne sait pas et qu'on doit apprendre par rapport justement aux imaginaires collectifs avec lesquels on a grandi. Et un exemple que je trouve très parlant. En tant que lectrice sensible, il y a une metteuse en scène qui m'a contactée et dans sa pièce de théâtre, il y avait le personnage principal était une femme noire, lesbienne, qui se lançait en politique
pour devenir présidente en France. Donc elle m'envoie ce texte et donc elle me dit voilà, j'ai conscience d'avoir des angles morts en tout cas sur la question raciale et je voulais avoir ton avis, etc. sur mon texte. Donc je relis le texte et il y avait toutes les attaques, donc déjà être une femme en politique, voilà, on voit dans la presse ce que c'est, mais toutes les attaques que recevait son personnage étaient du fait d'être une femme lesbienne. Rien sur le fait que ce soit une femme noire. Or on connaît Christiane Taubira, on connaît Pascal Obono. Donc, je veux dire, il y a quand même donc, il y avait déjà des angles morts, et ça aussi, je pense qu'il faut l'entendre. On a tous des angles morts. Et particulièrement autour de la race, on a un inconfort autour des questions raciales en France qui fait qu'il y a tout de suite ce truc de « Ah, c'est de la censure » ou « Non, mais... » En fait, tant qu'on ne se pose pas pour avoir une conversation, vous ne pourrez pas apprendre. Personne ne pourra apprendre. Et donc, donc, quand je suis revenue vers cette metteuse en scène, est-ce que je lui ai hurlé dessus, genre, mais comment tu as pu? Non. En fait, cette personne m'a dit, littéralement, je crois que j'ai des angles morts et je veux faire mieux. En fait, et c'est un service en fait, qu'on propose, c'est un accompagnement sur des points précis. Bon, là, c'était une pièce de théâtre où c'était surtout sur un personnage en particulier, mais on est face à des gens qui nous demandent, justement, je ne connais pas ça. Est-ce que, justement, tu as cette expertise? Est-ce que tu peux l'appliquer à ce travail-là? Donc, c'est un service. Or, la censure, rappelons-le, c'est un pouvoir de l'État. Donc, comme tu l'as très bien dit, je ne pense pas que demain, je vais me lever et appliquer une censure en un claquement de doigts sur tout le pays par rapport à des représentations racistes ou misogynes à l'égard des femmes noires. En fait, c'est pas ça. Et c'est un choix aussi de votre part de savoir si vous voulez être accompagné ou non, ou consulté ou non, en fait, par rapport à vos productions. On ne vous force à rien. Ça aussi, il faut le rappeler. Oui, c'est ce que j'allais dire justement. En fait, si même on avait, si ce qu'on faisait, on disait non, ça, tu ne dois pas le faire. C'est vraiment, tu fais un cliché de A à Z, rien ne va. On n'a pas le pouvoir de la censure. Demain, tu peux quand même trouver un financement et faire le film. Donc, ou trouver un éditeur. Oui, ou trouver un éditeur ou faire la série. Je veux dire, le pouvoir, il n'est pas chez nous. On n'a pas le pouvoir d'interdire des films de sortie, qui a le pouvoir, comme tu l'as dit, l'État et les plus grandes instances, desquelles nous ne participons pas parce que nous sommes encore exclus de ces milieux. L'édition, mais comme le cinéma, c'est une très grande famille qui a des portes bien fermées à double tour. Et c'est très compliqué de s'insérer dans ce milieu-là. Moi, je suis président de l'association Représente Trans. On a créé un annuaire de professionnels trans dans le cinéma, spectacle vivant et jeux vidéo. On a 250 personnes dans cet annuaire. Et on l'a créé parce qu'il y a un problème d'accès à tous ces métiers, de l'actorat, de l'écriture, de la production. C'est très compliqué d'y accéder, mais c'est vrai pour tous les métiers, pour les personnes trans et même pour les personnes noires et racisées. Et voilà, le fameux plafond de verre, il est vrai pour tout le monde. Et comme tu disais, on a tous des angles morts, mais on a tous aussi un privilège qui fait qu'on ne va pas être conscient de choses. Et on demande juste à ce qu'on vous remettiez cette conscience sur la table et que vous questionnez sur qu'est-ce que vous savez, qu'est-ce que vous ne savez pas, et comment apprendre. Après, je ne sais pas pour ton expérience et vos expériences. Heureusement, j'ai pour l'instant été que en contact avec des personnes qui étaient intéressées d'apprendre. Donc là, c'est très intéressant parce que c'est toujours une discussion. Moi, je ne peux pas arriver sur des scénarios où personne m'a demandé de les relire. Je ne peux pas arriver. Je n'ai pas de moyens de les connaître, ces scénarios, parce que je ne suis pas dans les téléphones et les mails de tout le monde. Je ne suis pas l'État. Pardon. Et donc, du coup, pour l'instant, j'ai toujours eu des personnes qui sont venues vers nous demander cette aide. Et parce que c'est ça qu'on peut apporter, c'est un accompagnement, une aide. La censure, c'est que de la censure personnelle qu'on peut faire. Je me dis, finalement, cette metteuse en scène, elle s'est peut-être pas sentie à l'aise d'insérer des éléments autour du racisme parce qu'elle voulait peut-être pas les dire ou elle savait pas comment les formuler. C'était son angle mort et elle a préféré se tourner vers quelqu'un vers toi, qui allait pouvoir pointer les éléments. Et je sais que j'ai déjà eu des personnes qui disaient « mais je me sens pas à l'aise de faire ça ». Je dis « mais si, vas-y,
Tu peux parce que voilà, je suis là, je peux t'apprendre des choses. Moi, j'ai en fait fait tout le travail que tu n'as pas le temps de faire. J'ai fait de la lecture de toutes les thèses, tous les mémoires, tous les livres, tous les essais sur toutes les théories sur la représentation, sur l'écriture, sur les personnes trans, sur les transidentités, l'histoire des transidentités, etc. Je peux apporter ces connaissances. Je peux te dire que là, ton personnage, il est en train d'utiliser un terme qui n'a pas de sens avec son âge et son contexte historique. Voilà, toi tu pouvais pas le savoir, mais je suis là pour aider, pour améliorer le récit et que en fait la personne qui regarde derrière, une personne trans par exemple, se dise pas mais ça n'a pas de sens, enfin, ça ne se passe pas comme ça. Donc c'est juste de la c'est l'authenticité. Ouais, pardon, excuse-moi. Mais même cette metteuse en scène, en fait, alors effectivement, elle était hyper contente d'avoir cet échange-là, mais j'ai senti aussi un soulagement juste d'avoir un espace et de se permettre en fait de poser des questions. Et ça aussi, faut pas avoir peur en fait de poser des questions. Et en fait, donc même la diabolisation de la manière dont ce contexte, c'est parce que j'ai beaucoup d'articles français en tête quand on parlait de relecture sensible. Attention, on ne pourra plus rien écrire. Non, en fait, il faut aussi voir c'est quoi la plus-value d'avoir cette expertise-là, de faire appel à des gens. Et puis surtout, je donne beaucoup d'ateliers d'écriture. Et un des ateliers d'écriture que je donne est sur le fait de comment on écrit aujourd'hui des personnages noirs en dehors d'un imaginaire colonial. Et donc, pour vous donner un exemple très, très pratique que vous pouvez faire chez vous, si vous prenez la photo d'une personne noire et que vous essayez de la décrire, est-ce que vous saurez la décrire sans utiliser ébène, chocolat, caramel, noir, foncé, etc. J'enlève tous les adjectifs. Et en général, quand je fais ça, la salle est juste en train de se liquéfier. Il y a 20 minutes de blanc, les gens se regardent. Et en fait, c'est là que démarre la liberté créative. En fait, c'est là où on commence à créer. C'est-à-dire quand on casse tout ce avec quoi on a grandi, on a vécu ça. Et c'est là où, en fait, où commence l'imagination. Mais est-ce qu'on a des espaces qui nous permettent en fait, de faire ce travail-là ? Et est-ce que nous-mêmes aussi, ou est-ce que vous-même, enfin, est-ce qu'on a tous cette curiosité ? Est-ce qu'on est prêt à se confronter à ça ? À questionner en fait, nos mécaniques et nos réflexes de création. Et là, c'est la casquette d'autrice qui parle. Mais c'est une question, je pense aussi qu'en tant qu'artiste, il faut se la poser aussi. Eh ben, merci beaucoup. On va passer à la suite et on va voir un petit peu vos différents parcours de comment vous avez abordé ce sujet. Que ce soit pour en faire une partie de votre métier, ou pas tout à fait votre métier, mais que ces questions-là vous intéressent. Isabelle, est-ce que tu peux... Non, j'étais en train de songer, juste avant de parler de mon parcours, je reviens sur cette idée de censure. Et en fait, on peut aussi envisager que ce soit l'inverse d'une censure, c'est-à-dire qu'on puisse se dire quand on sait qu'on va pouvoir faire appel à un consultant, on a droit à l'erreur. C'est-à-dire qu'on se sent totalement libre d'écrire les choses comme on les ressent. Du coup, le sacro-saint auteur, avec son impulsion créatrice, est respecté. Et il sait que derrière, il va pouvoir avoir un interlocuteur qui va pointer des éléments qui pourraient être problématiques dans son récit. Et là, il pourra entamer une réflexion et décider ce qu'il souhaite revoir de son récit. Donc on peut vraiment l'envisager comme l'inverse de la censure. Voilà. Peut-être pour sortir de la notion de jugement et aller plus vers la notion d'accompagnement, voilà. Vraiment, en fait. Et vraiment, au contraire, ça permet de se lâcher sur des sujets qu'on connaît mal en se disant je vais avoir un interlocuteur sensé qui connaît le sujet que j'ai abordé et à qui je pourrais parler. Voilà. Et pour revenir sur mon parcours, j'ai commencé à réfléchir à la question des personnages féminins dans l'audiovisuel. Il y a longtemps, en fait, j'étais chez France 3 Cinéma, c'était il y a 20 ans, et on était sur beaucoup, pratiquement tous les scénarios concernaient le passage de l'homme trentenaire à l'âge adulte. Et dans ces scénarios, il y avait évidemment toujours un personnage féminin. Donc on avait affaire à un garçon souvent au chômage, un peu maladroit, qui adorait les jeux vidéo et traînait dans son canapé. Et une fille... toujours accompagnée d'une femme intelligente, qui travaille, qui est sympathique, ultra soutenante. Et en fait, à force de lire ça, je me disais, mais d'abord, pourquoi cette fille est avec ce type ? Et ensuite, pourquoi c'est toutes les mêmes ? C'est-à-dire qu'ils ont
toujours des nanas formidables. Et au pire, quand ils la perdent à la moitié du film, ce qui est censé être un moment fort, il en retrouve une encore mieux où elle revient. Donc voilà. Et je me suis dit, ok, ça va pas, les personnages féminins, ça va pas. Et j'ai commencé à y penser. Et puis je suis arrivée à Séquence 7, qui est une association de scénaristes. Avant Séquence 7, d'ailleurs, je me suis dit, il faudrait monter je voulais monter une activité de consultante sur l'écriture des personnages féminins. C'était il y a une dizaine d'années. Et puis j'avais proposé ça à un groupe de femmes qui aidait à monter son projet. Et je me souviens, c'était des femmes qui étaient issues de L'Oréal et qui m'ont dit, mais ça n'intéresse personne. Et elles m'ont dit, il n'y a aucun problème dans l'écriture des personnages féminins, que ce soit dans les séries ou au cinéma. Elle me dit, je ne vois pas du tout votre clientèle, donc renoncez à votre projet. Donc je l'avais mis de côté. Et c'est en arrivant à Séquence 7 où j'ai trouvé un monde de gens que ça intéressait et que j'ai fait renaître ça. Et après, avec Sophie, on a fondé Singulière. Et je me suis dit, on va continuer sur l'écriture des personnages féminins. Et en premier lieu, on va entendre les scénaristes. Donc c'est la démarche que je mène avec Sophie et aujourd'hui. Et puis idéalement, on aimerait pouvoir entendre les producteurs, les chaînes, en gros ceux qui financent les projets. On a ceux qui les écrivent et ceux qui les financent. Voilà. Et ce qui est intéressant avec ce projet, c'est qu'en entendant la parole des scénaristes, on entend aussi, bon, déjà de parler des personnages féminins, ça fait forcément parler de tout un tas d'autres sujets. C'est-à-dire, est-ce que ce personnage féminin peut-il avoir plus de 30 ans, ne pas forcément être blanc, ne pas forcément être valide et ne pas forcément vouloir avoir des enfants? Déjà, c'est toute une question. Mais ça nous permet aussi de recenser les questions et les interrogations des scénaristes. Et on sent qu'ils sont quand même en demande de quoi faire, comment... et on a même du coup eu des demandes de consultation sur des projets sur la question des personnages féminins. Et donc du coup c'est une vraie vulnérabilité en fait de tout d'un coup devoir se dire je ne sais plus sur quel pied danser, je ne sais pas quoi faire. Donc il y a vraiment à la fois cette espèce de position très dure de c'est comme ça et pas autrement, si j'ai une idée c'est qu'elle est bien, et puis parallèlement mais en fait si vous pouvez me donner une liste en 10 points ou si je respecte ces 10 points je suis sûre que tout le temps ce sera réussi, donnez-la moi. Alors si vous l'avez, vous avez de quoi faire un marché, mais je crois que ça n'existe pas malheureusement. Et donc voilà, ça nous a vraiment permis à toutes les deux de se rendre compte qu'il y avait en tout cas un besoin de libérer la parole et de rassurer les gens sur le fait de pouvoir poser un regard sur leur travail et leur dire voilà, c'est ça que je lis quand je lis ton projet, c'est ça que je comprends. Est-ce que c'est ça que tu voulais dire? Oui, c'est l'approche qu'on a fait dans notre consultation, c'est vraiment de dire aux gens voilà ce que vous avez écrit quand vous avez présenté cette femme comme ça. Quand vous l'avez mis dans cette place dans la société, quand vous lui avez donné telle et telle caractéristique physique. Pour le moment, on se contente juste en tout cas c'est l'approche qu'on a choisie, de dire voilà ce que vous avez écrit. Est-ce que c'est ce que vous vouliez écrire? Généralement, c'est pas le cas, mais voilà. Et c'est tout. Et après, on les laisse partir avec ça et mener leur réflexion. Ça, c'est la démarche qu'on a choisie pour le moment, mais c'est des choses qui sont en évolution. On pourrait envisager les choses autrement. Mais déjà, je trouve que c'est déjà un énorme travail, juste cette prise de conscience, en fait. C'est vraiment permettre à l'auteur de prendre conscience de ce qu'il écrit. Et ça va pour les personnages trans, pour les personnages racistes. C'est quand même déjà une énorme première étape, la prise de conscience de ce qu'on fait. Après, la suite, c'est encore un autre accompagnement qui est nécessaire selon moi. Mais déjà, je trouve que cette première étape, elle est déjà pas mal. Je vous laisse continuer à me dire comment vous êtes tombé dans la marmite. Moi, c'était en 2018 avec Plus belle la vie. J'avais repéré qu'ils allaient sortir un personnage trans et ils faisaient les castings. L'annonce de casting n'était pas particulièrement rédigée respectueusement en termes d'utilisation des termes, de formulation. Et du coup, je me suis jetée dans le bain tel l'homme blanc que j'étais en devenir. Et du coup, avec
le background quand même nécessaire. Hein. Je ne l'ai pas fait comme majorité des hommes blancs, du coup. J'avais depuis... Enfin, ça fait des décennies, que je lis et que je m'informe sur ces questions-là de transidentité, de représentation des personnes queer, LGBTQIA+. Je lisais tous les rapports de GLAAD, qui est une association qui monitore les représentations LGBT aux États-Unis. J'allais jusqu'à lire les articles académiques, donc je me sentais quand même à peu près préparée pour leur parler. Et donc du coup, je leur ai envoyé un message en disant voilà, il y a quelques petites choses qui sont pas folles, qu'on aimerait peut-être reformuler. Et puis voilà pourquoi c'est important. Vraiment, c'était presque ma deuxième slide, on va dire, de pourquoi il faut réussir à bien faire les choses. Parce que Plus belle la vie, c'est des millions de téléspectateurs par jour, et c'est tous les jours dans le quotidien des personnes qui regardent. Et c'est un médium hyper important pour passer en fait des questions aussi importantes que les transidentités, parce que ce qui est génial, c'est qu'on peut aller au-delà de ce qu'on raconte d'habitude, on peut aller au-delà du coming out, on peut aller au-delà de la transition, on peut aller vraiment montrer ce que c'est un quotidien en étant trans. C'est pas que annoncer à ses proches qu'on est trans ou qu'on est gay ou qu'on est lesbienne, c'est aussi, et c'est pas que la question de la transition, de trouver un professionnel de santé, c'est aussi juste vivre sa vie. Donc là, c'était un adolescent, donc c'était aller à l'école, avoir des copains, des amours, etc., faire du sport. Donc ça, c'était super important de leur dire pourquoi. Et en fait, à partir de là, j'ai pas forcément recherché à travailler sur ces questions-là, parce que c'était pas vraiment un métier en France. J'ai continué mes études, et puis de fil en aiguille, j'ai rencontré le réalisateur de Scam France, David Oureg, et lui, ça l'intéressait en fait, cette compétence-là, parce qu'il disait j'aimerais bien avoir un personnage trans, mais je veux pas le faire mal, je veux le faire bien, et donc du coup je veux caster la bonne personne, et je veux m'assurer que ce qui est écrit et ce que je transmets à l'image soient les bonnes choses. Donc voilà, je l'ai rencontré, on s'est entretenu plusieurs fois, et j'ai intervenu aussi sur le tournage à ce moment-là. Donc c'était dans les deux cas du travail non payé. Pour Scam France, j'ai intervenu sur la saison suivante où le personnage revenait dans un rôle beaucoup plus important, cette fois-ci du love interest, qui est aussi une position rare pour un personnage trans, d'être en fait l'objet de désir, et que ce soit pas fétichiste ou juste malsain et bizarre. Et donc du coup, cette fois-ci, j'ai été rémunéré au même titre que l'expert en psychiatrie, donc qui était un psychiatre qui relisait pour l'autre saison. Ouais. Enfin voilà. Et donc du coup, à partir de là, il y a eu aussi Représente Trans qui est né à peu près au même moment, parce qu'il y a eu un mouvement sur la visibilité des profils d'actrices trans, où le casting avait du mal à accéder à ces profils-là. Donc du coup, on a fait l'annuaire, et de fil en aiguille, je me suis retrouvée sur d'autres projets, parce que voilà, la visibilité de l'association a aussi participé à remettre en question les histoires qui étaient racontées jusque-là, grâce notamment au travail sinon de Charlie Fabre, qui est chercheur en études trans et qui a travaillé sur le cis-gaze, qui est en fait inspiré du male gaze, créé dans les années 90, sur comment sont filmées les femmes, comment elles sont objectivées finalement. Et donc du coup, l'a transféré au concept des personnages trans qui sont aussi objectivés de plein de façons différentes. Je vous conseille d'aller sur représentetrans.fr pour le découvrir. Voilà. Tellement de choses à dire, mais moi, ça a commencé déjà, je pense, en étant étudiante en lettres, sachant que ma génération n'avait pas Marie Scondé ou même Aimé Césaire dans son cursus, même à la fac. Donc en fait, étudier les lettres en France, c'était aussi être confronté à l'absence, soit à la totale invisibilité des communautés noires en littérature française, soit aux seules situations où ils étaient invoqués, donc en personnages secondaires, soit en nanny, soit en esclave, soit en criminel, soit en dealer, etc. Donc tous les tropes que l'on connaît. Et du coup, en fait, au cours de ces études-là, je me suis dit, bon, c'est peut-être moi qui n'ai pas tout lu. Et puis, donc j'ai continué au fil des années à m'intéresser à ces questions-là. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à faire des études d'édition et que j'essayais d'avoir cette conversation dans le monde de l'édition, c'était pas un sujet. On me disait, mais si, regarde. Et en fait, on me redirigeait vers des romans américains.
ou alors des romans antillais. Et donc j'essayais de rappeler que en fait, les personnes noires n'existent pas qu'aux États-Unis ou que en Afrique ou que dans un contexte caribéen, elles sont partout en fait. Donc où est justement la réalité d'une femme noire qui vit à Paris? Ça n'est apparu qu'en 2016 avec le roman de Léonore Miano, Blues pour Élise. 2016, c'est tard, alors que les personnes noires sont là depuis très longtemps. Et ce qui est évidemment lié, comme tu le disais aussi très bien, à la question de l'accès à ces industries culturelles aussi. Donc qui écrit, qui publie, qui illustre. Et donc, à force de ne pas trouver d'espace pour parler de ces questions-là, et surtout avec cette impression que j'étais toute seule à m'y intéresser un peu, j'ai ouvert un blog, c'est ce qu'on fait du coup dans ce moment-là. Et donc c'est un blog qui s'appelle Mrs. Roots, où j'ai commencé à travailler sur ces questions de représentation et aussi d'afroféminisme, et particulièrement sur la manière dont les femmes noires apparaissent en littérature francophone et française. Et puis, en fait, plus on creuse, plus on se rend compte que ça touche tous les genres littéraires, que ça touche tous les âges aussi en littérature. Donc quand je me suis penchée sur la littérature jeunesse, je commençais à interviewer des parents noirs en France sur comment vous faites pour trouver des livres pour enfants, pour vos enfants. Et ils n'en trouvaient pas. En 2016, ils trouvaient... soit il y avait Petit ours brun, donc ils disaient on trouve beaucoup d'animaux. Mais pour trouver... ou alors, on a les représentations ultra stéréotypées d'un petit enfant noir sans vêtements, quelque part dans la savane, quelque part en Afrique, etc., etc. Et donc, j'ai publié ça. Et en fait, c'est à cause de cet article qu'une éditrice m'a contactée et m'a dit vous faites une analyse très précise du manque de représentation des communautés noires en littérature française, mais est-ce que vous verriez vous-même écrire? Et j'écrivais depuis très longtemps, mais c'était ma passion chez moi. Et donc, et surtout, je ne connaissais rien en fait à la littérature jeunesse. Mais je suis une petite fille noire qui a grandi dans les années 90 en France, et elle m'a dit vous avez carte blanche. Donc là, c'est comme si on vous amène un énorme cadeau, et on dit c'est parti. Et donc littéralement, donc le livre pour enfants que j'ai fait avec cette maison d'édition, c'était le livre que je n'avais pas eu enfant. Et là où on pourrait se dire très bien, super, valeur sentimentale. En fait, non, à force d'étudier les lettres, je savais ce que je voulais voir dans un livre pour enfants autour d'une petite fille noire. Et déjà, c'était de voir ses parents, qu'on ne voit jamais. C'était de voir une diversité de carnations de peau, et pas à chaque fois le même marron qui est plaqué. C'était de les voir dans des habits de ville, et pas forcément dans des tenues traditionnelles, parce que la seule fois où vous voyez des personnages noirs en littérature jeunesse, c'est dans un côté carnaval ou dans un côté exotique. C'était montrer la diversité de coiffure et de type de cheveux aussi, de longueur, etc., mais aussi de physique, etc., à l'image de ma propre famille, puisque je suis à moitié martiniquaise et congolaise. Donc montrer cette diversité-là aussi au sein de la diaspora, tout ça dans ce livre-là. Et donc finalement, j'avais exercé aussi un œil pour ces questions-là, en plus de cette expérience de littérature. Et j'essaie de faire vite, mais quand ce livre est sorti du coup en France, il y a eu un choc autour de ce livre. C'est-à-dire que c'est un livre qu'on a proposé d'abord avec une campagne de financement, puisque la maison d'édition, pour publier les 2000 premiers exemplaires, avait besoin de 10 000 €. On les a eus en une semaine, et surtout on a commencé à avoir de la presse autour d'un livre qui n'était pas sorti. Et là, j'ai commencé à avoir peur. Et surtout, ce qui ressortait, c'est qu'il y avait une attente, mais pas que des familles noires, puisqu'on aime penser que les questions de diversité ne concernent que les personnes minorisées. Non, c'est qu'il y avait des professeurs, il y avait des psychothérapeutes qui disaient, en fait, oui, moi, ma bibliothèque pour les enfants que j'accompagne ne représente pas, en fait, tous les enfants que je vois tous les jours. Et donc, il y a une conversation qui a commencé autour de ce livre pour enfants, qui s'appelle « Comme un million de papillons noirs ». Et donc, en fait, la demande a été si forte que du coup, la petite maison d'édition qui l'avait porté m'a dit il vaut mieux que tu le proposes à une plus grosse maison d'édition pour qu'il soit disponible en librairie. Parce que même à ce stade, il n'était juste disponible que sur Internet. Et donc, on se dit, voilà, on a une couverture médiatique, on a des ventes, on a des commandes, ça devrait le faire. Et bien, dès lors qu'on l'a proposé à des grosses maisons d'édition, on n'a eu que des noms. Pourquoi ? Parce qu'on me disait littéralement, vous êtes une femme noire qui a écrit un livre sur une petite fille noire. C'est communautariste, on n'en veut pas. Ou alors, on le veut bien si vous l'éclaircissez.
ou si vous lui mettez les cheveux lisses, ou si vous enlevez un peu plus de personnes noires et mettez plus de personnes blanches, ou si vous la rendez métisse. Voilà, toutes ces stratégies, comme s'il n'y avait rien de pire que d'avoir un livre avec une petite fille noire. Donc il s'est passé quand même plusieurs mois avant que je retrouve une maison d'édition et qu'il ressorte. Et ça, c'était en 2018. Donc c'était il n'y a pas si longtemps. Et donc c'est comme ça en fait que je suis rentrée dans l'édition. Donc en fait déjà cette conversation-là pour moi elle allait déjà avec mon expérience d'autrice, mais elle allait aussi dans ce que je défendais dans mon travail. Et à force en fait finalement donc j'ai continué, j'ai écrit plein de choses après dans différents formats. Et à chaque fois c'était la même chose. En BD c'était le même discours, en roman c'était le même discours aussi. Mais donc la question c'était avec quel éditeur je peux travailler pour proposer juste des représentations de communautés noires diversifiées et puis surtout imaginatives en fait. Et c'est cette visibilité-là autour de ces thématiques-là qui a fait que quand la question de la relecture sensible est arrivée en France et qu'on m'a demandé mon avis, j'ai dit pourquoi je trouvais ça utile et j'ai commencé à avoir des demandes. Et donc ça a vraiment débuté comme ça. Et d'abord c'était des demandes par des auteurs. Et après sont venues les maisons d'édition. Et là, j'ai vu vraiment un shift en 1 an ou 2 ans, où vraiment voir en fait comment c'était considéré dans cette industrie-là. Eh ben, quel parcours. Garance, je vais essayer de faire un peu plus bref. Après, de toute façon, moi, sur la question du cinéma, etc., j'ai un parcours un peu plus classique, donc ça m'est pas tombé dessus de par qui je suis ou quoi. C'est juste que depuis toute petite, j'avais décidé que je voulais d'abord écrire et après, je me suis dit faire du cinéma, donc écrire pour le cinéma. Et donc j'ai fait des études, d'abord une prépa cinéma, puis une école de cinéma en spécialisation scénario. Et donc la question de la lecture et de la consultation, dont d'ailleurs je n'en connaissais pas du tout l'existence au fil de mes études, c'est venu en fait parce que je devais faire un stage dans le cadre de mes études et donc je me suis retrouvée à faire... je me disais, je peux pas faire un stage chez un scénariste et m'asseoir derrière lui pendant qu'il écrit, quoi. Du coup, le plus proche, c'est d'aller peut-être en boîte de prod, là où il brasse des scénarios. Et c'est là que j'ai découvert que déjà le concept du développement, qui du coup accompagne toutes les phases d'écriture des scénarios jusqu'au moment du tournage. Et donc j'ai découvert, en tant que stagiaire, l'art des fiches de lecture. Et c'est comme ça que j'ai appris. Et comme mes fiches ont plu, ils m'ont recruté derrière. Et de fil en aiguille, en fait, une fois qu'on est identifié comme lectrice pour quelqu'un, c'est un petit peu, ça se fait un peu comme ça parce que c'est pas le genre de métier où il y a des annonces en ligne auxquelles on candidate. Donc finalement, mon projet c'était toujours d'être scénariste, mais je me suis retrouvée à devenir lectrice avant d'être scénariste et en parallèle de mes études du coup. Ensuite, j'ai fini mes études et je suis effectivement devenue scénariste. Et en parallèle de tout ça, et je le dis parce que ça me semble pertinent par rapport au sujet d'aujourd'hui, mais aussi par rapport à mon parcours de scénariste en général. En parallèle de ça, je me suis aussi construite en tant que femme dans cette société patriarcale, en tant que femme queer. Et donc, et dans une famille déjà militante, ça joue beaucoup aussi. Donc en fait, j'ai grandi aussi avec des notions de féminisme, de questions LGBT, etc., qui tout de suite sont, en fait, déjà en évoluant dans le milieu du cinéma, on ne peut pas faire semblant que ça n'existe pas, surtout que je faisais mes études pendant MeToo, etc. Autant dire que je l'ai bien senti que j'étais une femme queer dans le cinéma. Et donc déjà, je pense que j'ai commencé à me sentir un peu plus dans la revendication et aussi à prendre conscience au fil de mon parcours justement de cette responsabilité dont on parlait tout à l'heure, du pouvoir que ça avait. Et en fait, j'ai compris, je crois que ça a toujours été là, mais j'ai fini par comprendre que en fait, le projet de devenir scénariste pour moi, et ça, je l'assume pleinement, c'est un projet politique. En fait, vraiment, pour moi, je suis scénariste parce que j'ai envie, et ça n'empêche pas que j'écris de la fiction. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les émotions, les interactions entre les gens. Mais en fait, je suis intimement convaincue qu'à travers les histoires qu'on raconte, en prenant les gens par les émotions, on peut changer les choses et la société. Et en fait, et on le sait, c'est comme ça que la société a évolué ces derniers temps avec là c'est le concept de soft power finalement, et donc de la même manière que j'aborde mon métier de scénariste par un prisme vraiment politique,
C'est la même chose pour la lecture et la consultation, en fait. Donc voilà comment je me suis retrouvée là. Ok. Alors je vais devoir un petit peu ramasser la fin parce que on a beaucoup parlé et ce serait bien de poser des questions à un moment, mais il y a quand même 2 points que j'aimerais bien aborder avec vous, qui ne sont pas forcément liés, mais je vous les donne les 2 en même temps et puis vous prenez celui qui vous plaît le plus ou les 2. D'abord, on n'a pas vraiment parlé de la question de comment est-ce qu'on devient un relecteur sensible. Est-ce qu'on peut être un consultant sur plusieurs domaines ou pas? Est-ce qu'on est obligé d'être concerné absolument? Est-ce que parce qu'on est concerné, on est un bon consultant ou pas? Donc ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est un peu est-ce qu'il y a des limites dans cet exercice? Est-ce que c'est pas une manière d'aider des personnes qui sont déjà en position de produire des choses à écrire une meilleure représentation des personnes trans, alors que les personnes trans n'arrivent-elles pas à le faire elles-mêmes? Enfin voilà, est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans de serpent qui se mord la queue? Et comment est-ce qu'on peut faire gaffe à équilibrer un petit peu tout ça? Donc c'est 2 questions qui malheureusement n'ont rien à voir, mais débrouillez-vous, il fallait moins parler avant. Alors, être concerné, ça me paraît cohérent. Donc c'est pour ça que moi, mon travail, je le fais en grande majorité sur des personnages trans masculins, donc des personnages d'hommes trans ou personnages non binaires qui transitionnent vers une masculinité. J'essaie le plus possible de former aussi des femmes trans qui sont intéressées par ce type-là de métier, parce que voilà, j'ai l'habitude de comment on dialogue avec un réal, avec un scénariste, au masculin, parce que c'est la réalité de ce que j'ai vécu. J'aimerais travailler avec plus de femmes. Mais donc, il y a ce côté où je sais que j'aurai une certaine limite sur les vécus des femmes trans. Mais quand il faut le faire, je préfère le faire que de leur dire non. Mais voilà, et je cherche à former le plus possible des femmes trans pour que ce que j'ai pu amasser comme savoir puisse être transmis. Donc être concerné, c'est sûr. Et alors il n'y a pas d'études, il n'y a pas un parcours qui permet d'arriver à Bac+5 lecteur en sensibilité. Mais je dirais qu'il faut avoir une appétence absolue pour les sciences des communications et surtout de l'écriture, parce qu'il faut savoir que on s'adresse à un public, on n'écrit pas ça dans le vide. Il faut aussi s'intéresser à comment sont reçus et comment sont utilisés, quels impacts ont les émotions ressenties par le public. Comme tu en parlais, ça c'est des... je trouve ça hyper intéressant personnellement de savoir qu'en fait les émotions positives ont un impact plus fort que les émotions négatives. Donc si on fait tout un épisode ou une série ou un film sur un personnage trans et on lui fait vivre les pires horreurs en se disant que voilà, c'est ça la vraie vie des trans, et comme ça le public va avoir de la pitié et va se sentir plus respectueux des personnes trans après, c'est faux. Et donc c'est vrai pour tous les récits des personnes marginalisées, pareil pour les personnages noirs, on peut leur proposer du bonheur aussi un petit peu. Pardon, c'était une petite parenthèse, sachez que c'est ça qui marche. Et c'est prouvé scientifiquement. Bref, donc une impétence pour les sciences de communication, pour l'écriture évidemment, se former aussi à l'écriture de scénarios ou de livres, du milieu dans lequel on veut évoluer. Puis je pense qu'il y a un peu un truc de savoir-être, quelque chose quelque part, ou en tout cas se former à ça, d'être capable de recevoir quelqu'un et de l'écouter. Qui va peut-être dire des bêtises et savoir qu'en fait moi c'est quelque chose que je peux pas faire au quotidien, je peux pas faire ce métier 35 heures par semaine, c'est pas possible, parce que je me souviens de l'année où j'ai travaillé sur Un homme heureux, c'est quelque chose qui est hyper lourd, qui est hyper parfois compliqué à recevoir. Outre qu'une personne en face est ignorante, mais c'est pas de son fait entièrement. On est dans un système qui n'a pas appris les transidentités à l'école et qui refuse aujourd'hui toujours. Donc du coup, c'est normal qu'il ait des questions, mais c'est aussi un truc très lourd. Donc il faut savoir que ça peut être attirant de se dire je vais participer à ce que le monde aille mieux. Ça a un coût, mais pour les portefeuilles des décideurs aussi. Donc voilà, il faut savoir aussi trouver une grille le terme tarif, merci, ça me venait plus. Une grille de tarifaire qui reflète le métier qu'on fait. J'essaie de couvrir tout ça. Et le deuxième sujet, il y avait un truc qui m'a fait réagir et je ne l'ai plus. C'était, est-ce qu'en aidant des personnes cis à écrire sur les personnes trans, dans ton cas Dans mon cas, effectivement, moi, je recommande sinon le plus souvent d'aller chercher des auteurs et autrices trans, mais on peut faire les deux.
parce que, et c'est là qu'être concerné n'est pas suffisant, un ou une auteurice trans n'est pas en capacité de connaître toute l'histoire de représentation trans. Et en fait, on voit avec un exemple extrêmement actuel avec Emilia Pérez. Donc, Carla Sofia Gascon, qui est l'actrice du rôle Emilia Pérez, a accompagné Jacques Audiard. En fait, elle a fait ce travail de consulting. Je n'ai pas la feuille de salaire pour le prouver, mais à mon avis, pas payé. Et elle n'a pas toutes les connaissances des représentations, et donc elle a pu se tromper sur certains points, même si heureusement elle a pas fait elle a eu un regard hyper important et travaillé, mais il est important parce que le pouvoir il est quand même du côté de l'écriture, et donc du coup plus on a de personnes trans partout, mieux c'est, mais on a quand même la question de l'écriture et de remettre en question ce qu'on a appris. Donc une personne trans qui écrit, j'ai déjà eu des personnes trans qui sont venues vers moi me dire voilà, j'aimerais bien être sûr que je fais pas des bêtises, parce que j'ai en tête un court-métrage où un personnage trans était mort, ce qui est quelque chose de trop commun dans les récits, mais en fait sa façon de l'aborder était complètement nouvelle et différente, et abordait quelque chose aussi du point de vue trans. Donc il y avait besoin de ce côté de cette 1, 2, 3, de rassurer la personne, voilà. Donc voilà, il y a quand même l'utilité du métier quelque part, qui est aussi d'être cette personne à qui on peut poser des questions et avoir des choses et rebondir dessus. Donc voilà, c'était la limite, et elle est là effectivement, la peur de ne pas que les autoristes trans n'aient pas leur place, parce que non, on est allé chercher le consultant qu'on paye beaucoup moins et qui nous fait perdre moins de temps. Et qui, on va pouvoir dire au marketing derrière, j'avais vu dans le monde de l'édition, en fait, une maison d'édition me dire, mais si, mais en fait c'était relu par telle lectrice. Et se cacher derrière en disant mais non, vous inquiétez pas, on le market en se disant ça a été relu. Sauf que moi, les meilleures productions que j'ai pu voir, c'était quand on ne le disait pas que ça avait été relu, parce que c'est un travail collectif en fait. Parce que alors j'aime bien quand on me cite quand même au générique, je dis pas non, mais je trouve qu'il y a quand même, quand on se repose pas entièrement sur la personne qui relit, c'est qu'ils sont capables d'accepter qu'il y a des erreurs, ce sont les leurs. Il y a ça, et puis et ça, Isabelle aussi l'a très bien dit, une maison d'édition peut dire que ça a été relu, mais ne pas avoir appliqué ce que le relecteur ou la relectrice en fait lui a donné. Et ça m'est personnellement arrivé aussi, quand vous retrouvez en fait votre nom sur un truc extrêmement raciste et négrophobe. Voilà. Donc c'était pas ce livre-là, heureusement, mais du coup ça aussi. Même pour notre profession, je pense qu'il y a une vraie question aussi sur quels accords passer. Et je réfléchis beaucoup aussi sur ce qui nous protège. Générale de vente. Voilà, oui, mais c'est ça. Vraiment, sur le fait qu'aujourd'hui, c'est une des limites que je vois, c'est utilisé parfois comme un argument marketing. Donc, outre le fait de mettre ça au profit de personnes non concernées, il y a aussi une instrumentalisation de notre situation de personnes minorisées en vue de vendre le travail de quelqu'un d'autre. Bon. Après, on peut questionner, tout le monde n'est pas comme ça, mais ça, je l'ai vu quand même plusieurs fois se faire. Et je rejoins Gab, en fait, sur tout ce qui est le fait non seulement d'être concernée, mais aussi de se situer, parce que j'ai beau être une femme noire, je suis une femme noire française. Donc ça veut dire que la vie d'une femme noire congolaise qui a grandi au Congo jusqu'à l'âge adulte, etc., sera encore différente de la mienne. Et j'ai beau avoir une proximité, moi c'est vrai que ça me rassure quand il y a des maisons d'édition qui font appel à plusieurs relecteurs et relectrices. Chose qui est plus difficile à faire appel comme service quand c'est un auteur qui paye avec son propre argent. Mais c'est pertinent en tout cas de faire appel à plusieurs personnes, comme tu l'as dit, et surtout de confronter différentes expertises. Mais voilà, je le précise bien aussi durant mes consultations, notamment si j'ai quelqu'un à recommander sur des choses plus spécifiques, parce que Femme Noire, c'est pas un bloc. Et effectivement, la plus grosse limite que je vois, je pense effectivement qu'il faut être à la fois sur les deux volets, mais je le dis aussi parce que je suis déjà autrice, mais l'accès à l'édition, encore aujourd'hui, est soumise à de nombreuses discriminations. Et encore plus avec cette idée que si on a un titre américain avec un personnage noir, c'est suffisant. On n'a pas besoin en fait que des personnes noires françaises envoient leur bouquin. On a déjà la version américaine. Or, je ne pense pas qu'on se pose la question pour les auteurs blancs ou pour les personnages blancs. Il n'y a pas juste... voilà. Donc c'est une conversation. Donc c'est vrai que pour moi, et je pense que ce n'est pas du coup anodin si on est tous dans des associations, il y a un travail aussi que je fais en parallèle de veiller à l'accès à l'édition pour les personnes minorisées, pas que noires. Parce que c'est ça aussi qui va faire qu'on va changer la littérature en fait, sur plusieurs décennies. Et de trouver aussi les bonnes personnes qui peuvent accompagner
aussi. Parce que quand vous êtes une autrice qui, par exemple, travaille sur les communautés, on va dire des mythologies africaines, et que l'éditeur en face trouve que c'est hyper intéressant ce petit point folklorique alors qu'il s'agit d'un point historique, il y a des conversations sur le fait d'accompagner des auteurs minorisés aussi qu'il faut avoir. Enfin bref, dans toutes nos industries. Donc pour moi, pour faire court, la relecture sensible, c'est un outil. C'est pas une fin en soi. Mais permet aussi, aux gens d'accéder à ces milieux-là, de par le fait que, vu que je rencontre pas mal de personnes cisgenres qui n'ont aucune idée de ce que c'est les transidentités ou trop peu, ça permet déjà d'être une première source d'information et d'être une bonne source d'information. Et puis, à travers l'association aussi, on fait des sensibilisations au niveau des écoles de cinéma. Et en fait, c'est quelque chose que j'ai observé, c'est que la première année, j'avais aucune personne queer devant moi sur les 5 sessions que j'ai fait auprès donc, des 5 promotions. Les années suivantes, j'avais 1, 2, 3, puis 4. Et là, cette année, j'étais près de 10 dans chaque promo, où en fait, l'école met en avant la formation, met en avant la sensibilisation qui est menée, alors sur les transidentités, mais il y a également les VSS, il y a également le racisme dans le cinéma. Et donc, du coup, ça se voit qu'en fait, moi, je me suis refusé d'aller en école de cinéma parce que je savais que j'allais pas être écoutée. Vu que je l'étais déjà pas avant. donc voilà, je suis arrivé dans une école de cinéma quand même, mais par une autre porte. Donc voilà, c'est d'ouvrir, c'est possible. Et c'est donc du coup aux alliés d'aller chercher les personnes pour voilà. Et donc du coup, quand tu vas chercher d'abord un ou une lectrice en sensibilité, lui proposer, tu écrirais pas aussi? mais alors c'est peut-être. Tu as raison de cet optimiste, et c'est vrai, il faut être optimiste, oui. Mais c'est vrai que c'est aussi le constat que je fais, c'est que c'est extrêmement lent. Le nombre de fois où tu peux redonner la même personne, le même nom, etc., et qu'il n'y a pas cette curiosité-là, ou même de se pencher sur des idées originales de primo-auteur ou de primo-autrice. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a des auteurs et des autrices minorisés à qui on va demander une première commande sur une situation assez stéréotypée comme est-ce que tu veux pas écrire sur les violences policières? Et comme nous l'avons dit, nous existons en dehors des souffrances, en dehors de l'esclavage, en dehors, voilà. Donc ça évolue lentement, tu as raison, mais du coup faites passer le mot, ça contient. Juste, si je peux rebondir sur la question de ta préconisation d'avoir une multiplicité des regards. Moi aussi, j'en rêve, mais je tiens à souligner quand même un angle mort de ce sujet-là, qui est l'argent, et qui est le fait que pour ça, il faut qu'ils y mettent de l'argent, il faut qu'il y ait une volonté de la part des gens qui détiennent cet argent. Et ça, c'est un constat que je fais de manière plus générale, au-delà de la question de la lecture en sensibilité, donc dans le milieu du cinéma et de la série. C'est que, en fait, déjà, aujourd'hui, ils mettent déjà quasi pas d'argent dans le développement tout court. Voilà, c'est un vrai sujet. Les scénaristes sont complètement sous-payés et exploités. Et dans notre asso, c'est un truc qu'on essaye vraiment une parole qu'on essaye de porter, qui est que on se fait très largement exploiter aussi. On est très très mal rémunérés. C'est vraiment très difficile de vivre de ces métiers-là finalement. Alors que c'est une étape cruciale de la création d'une œuvre, finalement, c'est là que tout se fait en fait au moment de l'écriture et donc du développement. Et donc en fait, déjà qu'ils mettent pas de l'argent chez les scénaristes, qu'ils mettent pas de l'argent chez les consultants narratifs, on va dire. Et qu'on est dans un milieu où ils sont encore très réticents, à quel moment, moi j'en rêve, mais déjà qu'ils mettent plus d'argent dans le développement en général, et que du coup ils se disent oui, ça va être pertinent de mettre de l'argent, de rémunérer, et c'est là qu'on se retrouve dans des situations aussi où des personnes se retrouvent à faire le travail gratuitement, à travers l'associatif, à travers, voilà. Donc ça c'est un vrai sujet. C'est peut-être aussi la différence aussi de nos industries, c'est aussi à quel moment vous intervenez. Là où quand tu parles du développement, c'est quand même beaucoup plus en amont. Alors que quand l'éditeur reçoit le texte, il a déjà peut-être une version 4 ou 5, etc. Et c'est aussi, mais c'est une vraie question, parce que là où la manière dont ça se pose aussi dans le monde de l'édition, c'est est-ce que je fais intervenir un relecteur en même temps que le correcteur? Est-ce que le correcteur doit... Voilà. Il y a aussi cette question d'optimisation des frais. Je comprends totalement. Mais je pense que c'est aussi influencé par à quel moment on fait intervenir sur un projet un relecteur sensible ou pas. Oui, et puis il n'y a pas la question de séparer l'argent, garder de l'argent pour le tournage derrière, etc. Je pense même que l'économie est encore plus différente aussi.
là-dessus. Néanmoins, je voudrais dire une chose que j'ai cru comprendre chez Sophie, enfin en tout cas qu'elle nous posait comme question, c'était est-ce que, si on parle du point de vue des personnages féminins, est-ce qu'on doit aider les hommes à faire de beaux personnages féminins et que du coup, il y aura moins de femmes pour écrire des personnages féminins. Et du coup, je n'avais pas vu les choses comme ça jusqu'à présent, mais ça m'a interpellée. Et je me suis dit que le fait d'aider des scénaristes, généralement hommes, à voir quel personnage féminin ils avaient écrit, d'abord n'en ferait pas de beaux personnages. Et je me dis que je pense pas, mais après j'ai aucune certitude, que ça se ferait au détriment des auteurices. Je pense que les femmes commencent à trouver leur place parmi les scénaristes, et je pense pas que aider les hommes à prendre conscience de ce qu'ils écrivent quand ils écrivent leurs personnages féminins soit un frein. Et puis je pense aussi qu'il est essentiel de penser aux spectateurs. Et en fait, il faut donner ce qu'il y a de mieux à nos spectateurs, RIS. Et voilà, donc on œuvre aussi dans ce sens-là, que les gens voient des choses intéressantes, des choses qui soient pas trop biaisées. Voilà, enfin qu'on travaille aussi pour les gens qui regardent. Eh bien, merci. On va passer au moment des questions. Alors normalement, il y a des personnes avec des micros, voilà. Bonjour, merci beaucoup pour tout ce que vous avez balayé. Une fois n'est pas coutume, je vais avoir une question assez synthétique. Déjà, en intro, je voulais dire effectivement, merci pour tout ce que vous avez mis en lumière, parce que c'est pas évident, et même quand on est concerné, on n'a pas la science infuse, ça c'est une évidence. Et c'est vrai que sur le choix des mots, puisque nos métiers c'est vraiment ça, c'est d'écrire, donc de trouver des mots, j'étais en train de me dire, c'est vrai que, ne serait-ce que par exemple, tout à l'heure il y avait une table sur la coordination d'intimité, j'ai entendu des coordinatrices parler, elles ont dit attention, on n'est pas coach. Coach, c'est un mot connoté, etc. etc. Coordinatrice, c'est vraiment un choix légal, etc. parce que ça garantit un cadre et c'est une obligation. Voilà. Maintenant, même ce qui a été importé. Donc du coup, j'étais en train de me dire, tiens, en changeant de mot, ça marche pas l'ami sensible. Parce que tu veux que ton ami soit sensible de toute manière. Mais par contre, l'ami noir, je ne vise personne, mais voilà. Et sachant que l'ami noir, c'est un poste souvent qui n'est pas rémunéré. Donc tous les jours, j'ai des gens qui me disent « Mais alors, du coup, je suis pas raciste, mais c'est pas mon problème, en fait. » Et ça marche aussi avec tout type de potentielle discrimination, comme la religion, ou en tout cas les handicaps invisibles. Je dis handicap, ça m'énerve, hein, mais on se comprend. Les choses qui ne se voient pas. Donc, par rapport à ça, j'ai pensé à d'autres lieux où, en fait, on se retrouve avec, à l'écran, des gens qui essayent de faire bouger les lignes, mais qui se font tacler. Donc, j'ai pensé à Rokhaya Diallo, à qui on va dire « Mais non, pas de chasse chez nous, il n'y a pas de racisme. » Et puis, Madame Diallo fait son commerce de ces sujets-là. Bon, déjà, si elle vit du racisme, qu'elle me donne la recette. Mais on est d'accord pour dire que c'est compliqué, puisqu'on a dit qu'il n'y avait pas d'argent. Et donc, moi, là où ça arrive à ma question, tout ça, c'était pour les préliminaires, j'ai vu des films excellents. Par exemple, là, récemment, j'ai eu la chance d'assister à l'avant-première de Fanon. Et en fait, c'est là où je me suis dit, mais putain, c'est vrai qu'en fait, pardon, mais purée de patates douces, il s'est passé, il y a plein de gens qui sont intervenus dans la chaîne de production. Et en fait, à un moment donné, j'ai tiqué sur un truc, c'était les sous-titres. C'est-à-dire que ce ne sont pas les scénaristes qui font les sous-titres. Et dans un film qui parle de racisme, les gens qui avaient fait le sous-titre avaient enlevé, parce qu'ils avaient peur d'être qualifiés de racistes, les insultes qui étaient à la base, on disait nègre et en anglais il avait écrit black. Ou bien, enfin voilà, c'est pas la même chose. Et donc la question que je me posais, c'était, encore une fois, puisque c'est un peu de l'éducation populaire, comment on fait aussi pour s'assurer que le prod, le diffuseur ou la personne en tout cas qui a les sous, qui distribue, etc., à un moment donné, pense aussi à nous pour des choses comme ça qui vont avoir un impact, parce que oui, les sous-titres, admettons que je sois malentendante, c'est pas la même histoire que ça raconte. Voilà. Il
n'y a pas d'argent dans le sous-titrage. C'est malheureusement la fin, mais c'est un autre problème. C'est marrant que tu le cites sur les sous-titres parce que c'est déjà commun à d'autres choses. Quand c'est des insultes qui sont utilisées, elles sont censurées. Et c'est justement des collectifs et des associations de personnes handicapées, malentendantes, etc., qui, 1, 2, 3, militent pour un vrai sous-titrage où il y a toute l'histoire dans les sous-titres, enfin toute l'histoire en tout cas qui est possible de mettre dans les sous-titres, parce que on enlève tout ce qui est trop sexuel, trop insultant, et tout ce qui est attrait aux discriminations, des choses qui sont enlevées. Et donc du coup c'est un combat qui est mené, mais je crois que malheureusement la réponse est trop encore souvent, il n'y a pas d'argent. Parce que j'ai une compagne qui travaille dans la traduction et c'est le gros problème. Donc voilà. Ok, super. Et d'ailleurs, juste je rajoute, là c'est pas une question, c'est encore une fois une remarque. Le fait est que, encore une fois, nous les scénaristes, on n'a pas le pouvoir, parce qu'une fois qu'on a rendu notre scénario, tout ce qui se passe après, c'est l'auteur réel qui a le choix de faire ces trucs. Donc potentiellement, on aurait mis un garde-fou là, mais le jour du tournage, la phrase, elle a changé, ou la scène, elle a été coupée, et à ce moment-là, le label l'ami noir, l'ami sensible, il a sauté. Hein. Voilà. J'allais dire, ce point de vue-là, il est important, parce que des fois, les scénarios que j'ai pu relire étaient... Il y avait quelques soucis dedans et c'est par le biais de la réalisation que j'ai pu intervenir. Mais c'est vrai qu'effectivement, quand tu as quelqu'un qui écrit quelque chose avec une certaine vision, c'est compliqué de la faire, de la transférer. Après, j'avais vu ça passer au casting où en fait, là, c'était le réalisateur. C'était dit, il cherchait une actrice lesbienne ou en tout cas une actrice pour un rôle lesbien. Et c'était précisé, le réalisateur est très sensible aux questions LGBT. Et donc, du coup, c'était précisé. Donc, en fait, ça peut venir aussi de la réalisation d'avoir des personnes formées, ou en tout cas informées et sensibilisées, qui aussi font le travail de dire, en fait, moi, ces questions-là, elles sont importantes pour moi. Alors que la série, c'était un personnage, la lesbiennitude, n'avait pas de poids sur l'histoire. C'était pas un détail, mais ça faisait pas un poids énorme dans l'histoire. Et lui-même n'est pas un réalisateur particulièrement identifié sur ces questions-là non plus. Mais voilà, donc je pense qu'il y a moyen que des alliés juste lèvent le bras et fassent je fais les choses différemment et mieux. Mais encore une fois, j'ai pas une réponse plus précise que ça. Bonsoir. Moi, je vous trouve trop optimiste. Trop. Et pourtant, vous n'avez pas déclaré la révolution. Parce que vous êtes en train d'oublier un élément principal. Lundi, il y a un vent mauvais qui va souffler. Et le vent mauvais, c'est Trump. Et alors là, je vous garantis, bon déjà, je connais un prétexte. On n'a pas d'argent. Quand vous aurez proposé des sujets qui soient sur les Noirs, sur le mode trans, voilà. Donc, je vous souhaite bonne chance. Merci. Merci. Vous avez oublié les femmes. On avait bien commencé l'année pourtant. Quelqu'un a une réponse? Je continue d'avoir de l'espoir. Donnez de l'argent vite. Bonjour, merci pour cette table ronde, c'est trop pertinent et votre métier est tellement important, vraiment ça fait grave plaisir de vous entendre. Je voulais savoir avec ma pote NG, on a écrit un scénario queer qui parle de VSS et on a vraiment envie d'être lu par quelqu'un d'autre parce que parfois on peut être trop fixé sur notre histoire. Comment on fait appel à votre service? Est-ce qu'il faut forcément une prod? Est-ce qu'on peut faire appel à votre travail avant d'avoir une prod? Voilà. Déjà, je vais commencer avec Singulière. On a un site qui s'appelle Association Singulière. Donc, on propose des consultations, mais vous pouvez aussi nous envoyer, alors sur les personnages féminins, mais si vous avez d'autres thèmes, vous pouvez aussi nous écrire et nous demander si on connaît des interlocuteurs et on vous renverra à des gens qu'on a rencontrés et qui pourraient vous aider. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous écrire sur le site. Merci.
Pour la question de la lecture et de la consultation en général aussi, du coup, nous, les lecteurs anonymes, on a un site internet où, parce qu'on sait que les gens ne savent pas vers où se tourner pour les lectures quand ils ne sont pas effectivement dans le cadre d'une production, etc. Donc, pour info, sur notre site internet, donc lecteuranonyme.org, on a une page pour les petites annonces de personnes qui recherchent des lectrices. Et donc, c'est une page qu'on met, on met les annonces au service des membres de l'association. Donc on n'est pas une agence, mais c'est pour faire de la mise en lien, on va dire, pour les personnes qui en ont besoin. Et alors effectivement, nous, c'est de la lecture en général, donc plutôt sur les axes de narration, etc. Mais c'est tout à fait possible, je pense, dans le motif de spécifier que vous cherchez particulièrement une lecture sensible par personne concernée potentiellement. Et sinon, effectivement, se tourner vers les assos, se tourner vers Singulière, se tourner vers Représentrance. En fait, si vous avez ciblé un sujet en particulier sur lequel vous avez des angles morts, effectivement, j'imagine que c'est en passant par des assos qui militent sur le sujet que vous pourrez peut-être trouver aussi des relectrices. Et un peu plus que des relectrices, parce qu'il y a aussi la question de dans quel cadre, parce que la question de avoir une prod ou pas, c'est aussi la question de est-ce qu'on a de quoi payer ou pas, à quelle étape. Donc ça dépend aussi. Donc déjà se rapprocher des associations et des gens qui partagent les mêmes problèmes, les mêmes problématiques en tout cas, ça peut être intéressant parce qu'il peut y avoir du partage de connaissances entre vous. Et aussi ces associations-là, elles font elles-mêmes du travail de vulgarisation et de peut-être pas forcément d'avoir, si c'est pas possible, d'avoir quelqu'un qui va vous relire, d'avoir en tout cas quelqu'un qui va vous donner des pistes de ce vers quoi aller. Voilà. Enfin, je sais pas si vous voulez. Pareil, représentrance.fr, on a une page pour nos services ou l'accompagnement qu'on propose. Ça va vraiment être en fonction de mon calendrier, malheureusement, personnel. Donc, ça dépend des périodes. J'ai un peu plus de temps certaines fois. Mais moi, c'est vraiment sur la relecture des questions trans. Donc, et queer au plus large. Mais c'est vrai que si vous n'avez pas de personnage trans, je pense que j'aurais pas un grand intérêt à relire vos scénarios. Je pense que vous aurez plus de chance avec mes camarades. Bonjour. C'est pas des questions, c'est surtout des réflexions par rapport à ce que vous avez dit. J'ai trouvé notamment une de vos interventions assez difficile, voire violente, quand vous avez dit interdire un film. Alors pour moi, interdire un film, il faudrait vraiment que ça soit une œuvre de propagande. On peut avoir un droit de réponse sur des interprétations, sur des trans ou autres, mais de là à interdire un film... j'ai pas le pouvoir, c'est ce que je disais, c'est que je peux pas le faire. Le principe de la conversation, c'était qu'on n'a pas cette capacité-là. Mais l'idée, je crois, c'est en effet, comme vous le dites, c'est de travailler en amont. Mais moi, je ne me vois pas en tant que personne, comme vous dites, trans, mais je ne me vis pas comme une personne trans. Interdire un film, même s'il y a un certain nombre de maladresses, par contre, je me donne le droit d'un droit de réponse. Voilà, et l'idée, c'est d'essayer de faire évoluer la chose. Et je crois, en effet, nous sommes tous pétris d'une culture et de préjugés qui traversent tout le monde, y compris les trans. Et je pense qu'on doit pouvoir faire évoluer tout ça avec un peu plus d'indulgence et justement de sensibilité. Je pense que vous ne me connaissez pas, en fait. Non, mais vous m'avez connu pendant une heure, mais je vais vous répondre. Du coup, votre droit de réponse, j'ai le même. Attendez, j'ai pas fini. Et je peux vous préciser que je travaille vraiment pour la discussion. Je n'ai pas terminé mon expression. Pour ce qui est de la représentation, notamment des personnes noires, en effet, j'ai travaillé dans une bibliothèque. Il y a très peu d'œuvres, notamment d'albums, pour les enfants noirs ou de couleur au sens le plus large. Alors je pense qu'il y a aussi un problème d'écriture. C'est pas qu'un problème d'éditeur. Non, mais attendez. Alors, je vous laisse finir. Je ne vous ai pas fini. Je vous ai pas écouté. Mais je pense que nous sommes quand même. On peut quand même réagir à ce que vous dites. Non, mais j'ai pas dit. J'ai pas dit que vous alliez pas réagir. Je finis parce qu'après. Oui, je vous laisse finir. Voilà. Je pense que les éditeurs fonctionnent aussi en termes de marché. À partir du moment où il n'y a pas de marché, je pense que ça va leur poser un problème, même si en effet, je suis tout à fait d'accord avec vous, il y a aussi des préjugés. Et encore pour finir,
En fait, c'est un temps de questions et si vous avez des réflexions, vous pourrez peut-être les mener avec certaines personnes qui sont ici. Mais si vous n'avez pas de questions... Attendez, c'est juste un témoignage. Je peux aussi faire... Mais en fait, un temps de témoignage. En fait, les gens qui sont ici sont là pour témoigner et là, vous êtes là pour nous poser une question. Mais en fait, visiblement, ce n'est pas le cas. Vous pourrez peut-être témoigner peut-être en groupe plus restreint et permettre aux gens de poser leurs questions. Qu'en pensez-vous ? Donc, on me retire la parole. Oui. D'accord. Oui, là, voilà. clairement. C'est clair. Oui. Si je peux, à moins que tu veuilles commencer. Je vais dire très rapidement. Donc l'énervement est présent, vous le sentez. J'ai vraiment une approche par la discussion. À chaque fois que je vois une annonce de casting ou un projet qui se monte, je ne vais pas attaquer les gens. Si je sens que c'est un projet sur lequel j'ai vraiment aucun moyen de faire quoi que ce soit, je n'y vais pas, parce que je sauve ma peau aussi. Mais en fait, le film Un homme heureux, quand il a été annoncé, ça a été parce qu'une actrice trans en a parlé sur les réseaux. Alors, j'en avais entendu parler avant, on va dire heureusement. Mais voilà, elle avait fait un message en disant, voilà, attention, ce film va sortir et c'est une horreur pour ces raisons. Elle était tout à fait légitime dans cette réaction, surtout qu'on lui avait envoyé le texte pour passer le casting. Moi, ma réaction, et je dis pas qu'elle est meilleure, mais ma réaction, ça a été d'aller voir le plus possible le directeur de casting, faire remonter le fait qu'on pouvait discuter, qu'on pouvait avoir une possibilité de faire en sorte que ces réactions-là, la communauté trans, ils les aient pas à la sortie du film. Donc il y a vraiment une envie de dialoguer, de travailler ensemble, d'accompagner. Exactement, de faire de la prévention, parce qu'on parlait de marché, c'est pareil, les communautés trans sont un marché, nous avons de l'argent, et donc du coup, quand il y a un film qui sort, ou qu'il y a par exemple des choses qui peuvent être pointées pour montrer qu'il y a un travail clairement manquant, c'est ce qui arrive aujourd'hui au film Emilia Pérez. Il y a plein de gens qui peuvent pointer le doigt pour dire voilà, ce film il s'est foiré là-dessus, très précisément, alors sur la culture mexicaine mais aussi sur les transidentités. Donc voilà, c'est un dialogue qui se fait en amont évidemment, et c'est quelque chose du dialogue, mais en général les personnes ne viennent pas m'attaquer personnellement. Moi, je voudrais juste rebondir sur 3 points. Le premier, c'est que je pense qu'on aurait même eu une interaction complètement différente si justement vous nous aviez posé la question. Parce que là, vous avez présupposé de nos intentions. Et là, dans mon cas, je pense que Gab parlera pour lui-même, mais vous avez présupposé que je ne savais pas que c'était une question économique. Or, si vous m'auriez posé la question, je vous aurais tout de suite dit que, comme je disais, j'ai fait un master en édition, mais surtout, le monde de l'édition et surtout la littérature, c'est un marché de l'offre, pas de la demande. Donc personne n'a demandé Harry Potter. C'est un éditeur qui a choisi de prendre le risque et de poser ce livre et de le proposer dans les librairies et qui a regardé ce qui se passe. Et il se trouve qu'au bout de 10 ans, ce bouquin a complètement explosé et qu'on a eu presque plus de 10 ans de tendance autour de la littérature fantastique, autour des sorciers, etc., etc. Là où les discriminations bloquent la proposition d'œuvres en fait, avec des personnages noirs, c'est justement qu'on ne nous donne même pas la possibilité en fait, d'éditer... je vous ai laissé parler. On ne nous donne même pas la possibilité d'éditer, en fait, ou même de publier nos textes et de les poser sur table. On part du principe que ça ne va pas se vendre. Moi, c'est le premier truc qu'on m'a dit, c'est communautariste ou ça ne va pas se vendre. Et enfin, et je vais profiter quand même de mon expérience, Papillon Noir a marché. Donc, c'est possible de voir qu'il y a des livres pour enfants. Et quand je dis qu'il a marché, c'est un best-seller. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait 8 ans qu'il est sorti. Donc, déjà, si on donnait la possibilité juste à des auteurs minorisés de sortir leurs histoires, que ce soit fictif ou leurs témoignages, etc., et qu'on ne les cantonnait pas à certains types d'histoires, on verrait économiquement ce qui se passe. Et c'est la même chose pour Black Panther. Et c'est la même chose pour Blade, qui est sorti dans les années 2000, bien avant Matrix, et qui a permis qu'on ait tous les films MCU par la suite. Voilà, je pense que l'argument, il y a un problème d'écriture, ou il y a un problème, ou que ça ne se vend pas, en fait, non, c'est le racisme qui fait qu'on ne peut même pas savoir si ça va se vendre ou pas. Et si je peux rebondir sur cette question de qui crée le marché en fait et de ces décisions-là, il m'est arrivé un truc très récemment avec un projet très queer justement que je portais. On est allé le pitcher à une chaîne et on nous a vraiment dit que non, votre projet il est trop niche à partir du moment où les protagonistes sont queer en fait et que ce n'est absolument pas possible, qu'ils veulent plus du tout de ça et ils nous ont vraiment dit personne n'en voudra de votre projet parce que
n'y a pas de marché. Et à côté, excuse-moi, mais Drag Race France, ça a un succès énorme. Et Heartstopper, ça a eu un succès énorme, parce que nous, c'était une rom-com queer. Et en fait, c'est une excuse pour masquer en fait, l'homophobie latente de la même manière que le racisme, etc. Et c'est vraiment, en fait, non, c'est vous les décideurs qui dictez où va être le marché. Mais en fait, il existera, et effectivement, de la même manière qu'il y a des personnes noires en France, il y a plein de personnes queer qui vont aller chercher ces contenus, et au contraire, en plus, on en a vraiment soif, on va les chercher, et du coup, il y a des gens qui sont prêts à mettre de l'argent là-dedans, quoi. Et surtout, au-delà de nos communautés, ce sont des histoires avant tout. Donc là encore, si on considère vraiment que la culture est universelle, qu'est-ce qui vous empêche de lire des histoires avec des personnages qui ne vous ressemblent pas et surtout qui vous amènent juste à découvrir une autre histoire en fait en dehors de quelqu'un qui vous ressemble. C'est ça. Est-ce que quand vous avez regardé Ratatouille, vous vous êtes dit mince, je ne suis pas un rat, je ne peux pas m'identifier? Bonsoir, j'ai une question pour le coup. Je me demande dans quelle mesure, au-delà de l'écriture de base, au-delà des textes, des scénarios, est-ce que c'est un métier qui pourrait ou qui devrait se décliner aussi dans l'expertise lors du tournage, lors du casting? Par exemple, en l'occurrence, le casting trans de Plus belle la vie, ils ont choisi une jeune femme qui n'est absolument pas trans, à qui ils ont juste coupé les cheveux. En l'occurrence, sur les tournages, parfois même au niveau du maquillage pour les peaux noires, on sait que c'est souvent quand même problématique. Le traitement des cheveux aussi. La lumière aussi. Voilà, est-ce que c'est justement en relecteur sensible du texte, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un œil sensible qui devrait exister sur les tournages? Les consultants. Ben voilà, c'est ce que j'allais dire, les consultants, c'est pour ça que je suis consultant et moins relecteur. Alors, vraiment par très rapide sur le casting de personnes trans dans des rôles trans, moi je suis pour à 100% pour les questions d'accès au métier, je ne suis pas pour à 100% quand ça touche surtout aux enfants. Parce que même un réalisateur trans a fait ce choix-là pour son film L'Immensità avec Penélope Cruz, qui a choisi, le réalisateur trans a choisi une jeune fille a priori cis, elle avait 15 ans je crois à l'époque, pour jouer lui-même jeune. Et je pense à ça parce que quand les enfants trans en fait sont déjà au cœur, on parlait de Trump, des polémiques, et en fait aussi jeunes que ça, ces personnes-là, je peux pas supposer qu'elles se sait 100% cis ou qu'elles se sait 100% trans, et que c'est le bon moment de la mettre devant les yeux de tout le monde. Et surtout, Plus belle la vie, c'est plusieurs millions de personnes. Donc moi, j'aurais pas préféré qu'un jeune acteur trans se retrouve devant les yeux de plusieurs millions de personnes et puis jamais s'en défaire. Et il y a eu cette même question pour le film A Good Man, qui est l'histoire d'un homme trans qui porte son enfant et donc qui est enceint. Il y a eu une polémique autour de ce choix de prendre une femme cisgenre pour le jouer. En fait, c'est parce que tous les acteurs trans, ils n'avaient pas forcément été très nombreux à être rencontrés, mais c'était même 4 ou 5, refusaient ce rôle-là parce qu'ils ne voulaient pas être étiquetés hommes trans, surtout hommes trans portant un enfant. C'est quelque chose qui reste. Donc du coup, sur l'actorat, moi je suis pour que les acteurs trans aient surtout le droit et la liberté de jouer des rôles cis, voire des rôles où on s'en fout enfin on s'en fout pas, mais en fait où on pourrait se dire tiens, ce rôle est trans. Après coup et corriger les quelques détails du personnage. Donc voilà, sur le casting, j'ai pas une position, on va dire fermée, parce qu'il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu, surtout en fonction de l'âge. Et du coup, pardon, c'était tellement happé par ça que le reste de la question m'échappe. Si, du coup, le consulting, pardon, ça me revient. Oui, et c'est quelque chose sur lequel, du coup, j'ai déjà travaillé, d'accompagner des productions pour trouver les rôles trans. Alors, j'ai pas des compétences en casting, mais en tout cas en écriture et en vocabulaire pour utiliser les bons termes pour définir le rôle et définir les profils qu'ils recherchent. Oui, ça c'est quelque chose qui est fait et qui est faisable et qui ont fait. Et même, j'ai travaillé auprès de l'ARDA, qui est l'association des directeurs et directrices de casting, pour faire une sensibilisation à ce sujet-là et même ouvrir pour que tout ce qui est personnage secondaire, même tous les personnages en fait, qu'on arrête de se focaliser sur un mec blanc de 30 ans qui est un loser, et se dire peut-être que ce mec il n'est pas blanc, peut-être que ce mec n'est pas un mec, peut-être que il est au-delà d'être un loser, il y a peut-être d'autres facettes de sa vie qui sont intéressantes. Voilà. Donc du coup le casting, il y a ce travail-là, et sur le make-up aussi, c'était quelque chose sur lequel j'étais intervenue à un moment parce que
voilà, il y avait un acteur qui souhaitait garder sa barbe ça a été quelque chose qu'on a gardé, même si au niveau de l'âge ça collait pas à 100%, mais il y avait un besoin là personnel de ne pas retirer cette barbe. Donc oui, il y a des choses qui sont possibles d'être faites, mais encore faut-il avoir des personnes en face qui sont à l'écoute et qui sont aussi sensibles au fait que elles n'ont pas le savoir absolu et qu'elles sont ouvertes à apprendre autrement. Voilà pour ma réponse. Désolé. Pardon. Oui, bonsoir. Merci beaucoup. Franchement, merci. Tout ce que vous avez dit était brillant. Ça m'a fait vraiment beaucoup de bien de l'entendre. Moi, je travaille en fait au Canada beaucoup et en France. Et du coup, je peux vous dire qu'en effet, il y a une énorme différence entre un plateau canadien qui, pour la plupart, sont des productions américaines et la France. Et aussi pour vous dire qu'il y a eu un avant, parce que j'ai commencé avant MeToo, et un après, et c'est une vérité, c'est pas l'expérience. Enfin, je suis technicienne, donc je peux vous dire que ça a vraiment marché. Voilà. Et en fait, ma question, c'était aussi par rapport à ça. C'est en fait, c'était une question presque plus personnelle, parce que j'ai été sur les tournages du coup avant ça et avant MeToo, tous ces mouvements en fait, Et maintenant, en effet, sur les tournages canadiens et américains, il y a énormément de relectures. On a des consultants, tout le temps. Même pour nous, les techniciens, c'est-à-dire de ne pas dire certaines choses ou d'avoir certains... Donc, vraiment, ça a changé notre métier, en tout cas au Canada. Je vois la différence sur les plateaux français à chaque fois que je rentre. Voilà. Et en fait, par contre, tous ces mouvements-là, et j'en ai fait partie, sont passés par la loi. C'est-à-dire qu'il y a eu énormément de procès. Avant que maintenant vous soyez là pour faire les relectures, et je suis très très contente de voir que vous existez en France. Mais ça a été des combats qui ont été des procès, ça a été des choses légales qui ont été déposées. Et je voulais savoir dans votre personnel, dans vos carrières, est-ce qu'avant ou même en parallèle, ça vous est arrivé en fait d'un moment donné, par exemple ce que vous racontiez sur votre bouquin en 2018, je comprends même pas. Est-ce que vous avez pensé aussi à faire intervenir à un moment la loi ? Je ne connais pas très bien la loi française, mais j'imagine quand même que... Alors non, pour plusieurs raisons. Déjà, merci de poser la question, parce que je pense aussi qu'en tant que personne minorisée, des fois on se dit, mais en fait c'est tellement une bataille juridique, c'est qu'on ferait des procès très souvent. Ouais. Mais c'était très long. Mais non, en fait, dans le sens où déjà le fait d'être afroféministe et de voir comment le peu de procès sur la négrophobie ou même les violences faites aux femmes, etc., quand on voit en fait même dans la presse comment c'est traité, quand on voit en fait les résultats les résultats en fait, les verdicts tombés ou même vis-à-vis des violences policières, etc. C'est très 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 souvent des non-lieux. On voit rarement en fait un shift, et ça déjà, mais ça c'est très personnel. Donc merci aussi de souligner que c'est personnel. Ça me dit pas que j'ai quelque chose en fait. Ça me dit pas que mon combat en fait pourrait faire bouger les lignes. Et puis surtout, il y a l'après. Quand je ne compte pas le nombre d'artistes ou d'éditrices racisées qui ont été blacklistés pour le simple fait d'avoir souligné que quelque chose était raciste dans un texte ou dans une collection ou autre, et qui n'ont pas... Ou de... ouais, c'est clair. Et qui n'ont pas retrouvé en fait de travail après. Donc c'est aussi tout ça qu'on met en jeu. Et aussi, je suis en train de perdre le fil de ma réponse. Oui, je suis représentée par une agence littéraire anglaise. Et ça me protège. Et en fait, c'est arrivé juste après la sortie de Papillon Noir. Donc en fait, j'ai été très vite suivie, accompagnée. Et le fait est qu'en tout cas dans l'édition, dès qu'on a un agent, dès qu'on a un intermédiaire, ça diminue de facto les discriminations, en fait. Et aussi, je suis ouvertement afroféministe. Donc, un éditeur qui veut travailler avec moi, ou un artiste, ou un festival, ou peu importe, en fait, il sait déjà que je suis afroféministe. Ce serait même stupide pour lui de me payer pour finalement vouloir débattre avec moi sur le racisme, etc. Donc, je crois aussi que ça m'a aussi protégée au fur et à mesure. Donc, le tarif serait plus cher, peut-être.
Comment ? Le tarif serait tellement plus cher. donc oui, je pense que c'est aussi le fait de voir la situation en France vis-à-vis de la manière dont sont punies en fait aussi ces agressions racistes, etc. Même dans n'importe quelle profession, qui fait que moi je pars assez défaitiste en fait par rapport à ça, et encore plus du fait d'être visible dans mon afroféminisme depuis plus de 10 ans et de voir ce que ça m'a valu aussi. Donc on trouve des systèmes D aussi. Ça me fait penser à une actrice trans qui a partagé ça avec nous au sein de l'association, qui était qu'en fait elle était sur 2 séries. Elle était castée, choisie pour un rôle principal et un rôle secondaire important. Et dès que les gens ont appris qu'elle était trans, elle s'est fait virer. Et comment tu vas prouver ça ? Et c'est ça surtout en fait. Et qu'après en plus, dans l'actorat c'est assez simple, elle n'était pas assez bonne. Et en fait elle attaque en justice parce qu'elle n'a pas de talent. Et donc du coup, à partir de là, sans parler de toutes les attaques transphobes qu'il pourrait y avoir, on passe pas par la loi parce qu'il y a d'autres sujets, en tout cas en termes de transidentité dans la loi, qui me paraissent beaucoup plus importants, qui est le changement à l'état civil libre, gratuit et en mairie et non pas devant un tribunal avec un juge qui nous regarde de la tête aux pieds et qui prendrait beaucoup moins de temps que plusieurs années. C'est un petit coup au tribunal de Créteil, de qui j'attends encore un papier. Bref, tout ça pour dire que la législation n'est pas en faveur des marginalisés en général, que même si on essaye de faire changer les choses, ça n'est pas, on va dire, suffisant, parce que je pense à la parentalité pour les femmes lesbiennes. Leur parentalité peut être évoquée comme ça, parce qu'elle n'est pas inscrite au même niveau que les parentalités hétéros, parce que c'est en fait une parentalité secondaire qui implique des démarches supplémentaires. Et je pense à ça aussi parce que lors de mon changement de prénom, on m'a demandé de justifier mes prénoms. Alors qu'un parent qui vient appeler son enfant avec 14 deuxièmes prénoms, on ne lui demande pas de justifier les 13 suivants. Moi, on m'a demandé de justifier les 5 suivants. Alors parce que j'étais un petit peu... il y avait 5 champs. Alors je les ai remplis. Mais écoutez, et qu'il n'y a pas de limite légale. Donc je me suis dit déjà, je mets les 5, je ne vais pas en rajouter d'autres. Mais j'aurais dû, vraiment, je me dis. Bref, donc voilà, il y a déjà suffisamment de barrières qu'on sait qu'en fait la légalité ne va pas forcément nous protéger. Et qu'on n'est pas assez avancé sur toutes ces questions-là pour que ça aille aussi loin qu'on le souhaite. Et c'est sûr que moi, la représentation aussi, c'est pas une fin en soi. C'est pour que derrière le regard des gens change. Je sais que ça passera pas 100% par un ou une actrice dans un rôle trans. C'est ça aussi qu'il faut qu'on change, c'est les histoires. C'est pour ça que pour moi, l'actorat n'est pas le cœur du sujet. Parce que demain, pour que moins de femmes trans se fassent tuer dans la rue ou dans leur couple, c'est pas par un film qui va changer ça. Ça va être effectivement par la législation, mais ça, les combats au niveau de la législation, c'est... Voilà. En fait, excusez-moi. C'est un peu la question de la poule et l'œuf. Est-ce qu'on passe d'abord par la législation ou est-ce qu'avec le soft power, on en vient à convaincre la population qui ensuite va faire que... et effectivement, un peu pareil, moi aussi, j'avoue, je pars un peu défaitiste. Et du coup, je pars du principe que j'ai que mes histoires pour changer les choses. Parce que on est vraiment dans le pays de l'impunité quand même. On est dans le pays de refuge de Polanski. On est dans le pays où la plupart des plaintes pour viol sont classées sans suite. Et quand elles vont jusqu'au tribunal, le violeur repart très très souvent libre. Et à titre purement personnel, le nombre de fois dans ma vie, comme toi, où j'aurais pu porter plainte, techniquement, en théorie, la loi aurait dû être de mon côté. Et j'ai décidé de ne pas le faire parce que ça ne valait pas le coup en termes... Enfin déjà, financièrement, je ne peux pas. J'ai pas le temps, j'ai pas le courage. Et en fait, c'est des situations où on est déjà personnellement tellement mal et en fait, la justice est très violente. C'est un système très difficile qui fait revivre les violences encore et toujours pour à l'arrivée, pas forcément avoir justice. Donc effectivement, moi, à titre purement personnel, je pars un peu défaitiste à me dire, Et cher aussi, on a oublié de préciser, mais c'est très cher. C'est très cher, c'est ça. Et en fait, ça se retrouve à tous les niveaux, parce que pareil, dans les galères, dans les histoires de contrefaçon de droits d'auteur en tant que scénariste, pareil, on finit souvent par s'écraser, parce que en face, on a des gros studios qui ont l'argent, des avocats, etc. Donc voilà. Après, en ce moment, il y a quand même la commission de Sandrine Rousseau à l'Assemblée nationale qui donne un petit peu plus d'espoir parce que là, effectivement, c'est pas des procès, c'est vraiment de l'écoute de témoignages.
qui me donne un tout petit peu plus d'espoir, mais ça ne veut pas dire que ça va changer grand-chose, mais au moins ça va peut-être permettre de démocratiser la parole là-dessus, là où il y a 7 ans, quand il y a eu MeToo en France, ça a donné lieu, à mes yeux, plutôt à un backlash qu'une vraie ouverture de la parole, quoi. Tu mentionnes l'Assemblée nationale et une commission parlementaire. Goodman, le film qui présentait donc un homme trans qui porte son enfant au moment où Alors, il était présenté, il est sorti malheureusement juste après les votes, mais c'était au moment où il y avait la PMA pour toutes, donc l'ouverture aux femmes lesbiennes et potentiellement aux personnes trans. Ça a été écrit dans la loi pour que ce soit refusé aux personnes trans. La production derrière ce film avait organisé une séance à l'Assemblée nationale. Il y a 2 députés qui sont venus. Wow. Donc voilà. Donc ça donne pas envie de passer par la loi. Est-ce qu'il y a une dernière question? Myriam, si tu veux, visiblement. Tu as la dernière. Il y avait une main levée. Non. Il y a une personne qui a une question derrière. Là, juste là. Tiens. Voilà. C'est bon. Merci pour cette table ronde. Moi, ce qui me vient par rapport à cette sensation d'impuissance parfois par rapport au système dans lequel je suis, c'est tous ces mouvements de personnes qui ont travaillé sur les sujets des personnes qui sont victimes d'oppression et quelles sont ces personnes, et du coup en détaillant avec des livres, et du coup ces livres sont accessibles, on peut très bien les lire, voilà, même sans au-delà on a dévié un peu par rapport à la notion d'accompagnement sur les... Je sais plus quel est le terme exactement. Moi j'ai compris ça comme accompagnant. Oui. Compagnon. Consultant. C'est consultante, ouais. Et aussi à la lecture, il y a aussi ce truc de... moi, ce qui me venait de partager, c'est quand on est... Moi, par exemple, je suis réalisatrice, mais j'ai pas forcément de production ou quoi. Et c'est aussi de parler avec mon entourage, tout simplement, de ça, de dire, OK, je sais pas... Là-dessus, je ne sais pas si ce que j'exprime c'est bien ou c'est de la bonne manière, mais aussi même dans la vie quotidienne, et c'est là où, à mon avis, on a vraiment... moi, je me sens de nouveau avoir une possibilité de faire du changement, en fait. C'est en se renseignant sur les livres, sur les sujets qui parlent de ça, où il y a plein de choses, et je ne sais pas si vous voulez partager des choses là-dessus, mais voilà, parce que il faut aussi qu'on puisse... moi, j'ai besoin, je le sens, et qu'on a besoin d'être collectif et d'être alliés, quoi. On peut recommander, c'est ça? Ouais, par exemple, s'il y a des lectures, des choses comme ça que vous pouvez transmettre. Sur les questions raciales, sachant que c'est très large, mais on a un super essai qui est sorti l'année dernière qui s'appelle La charge raciale de Douce Dibondo, et qui est court, précis, extrêmement bien écrit. Je vais arriver à et surtout en fait qui est assez transversal. Donc c'est pas simplement le racisme en France, c'est pas simplement certaines industries, c'est vraiment déjà comment en fait dans notre rapport aux questions raciales il faut se situer et ce qu'il faut dépasser. Après, je pense qu'il y a tellement de lectures militantes, donc là j'en ai plein, mais je vais laisser la parole parce que je vois que le temps file. Mais s'il y en avait un récent que je pourrais recommander, et écrit par une journaliste qui travaille sur ces questions depuis plusieurs années, c'est vraiment La charge raciale de Douce Dibondo. Sur la question de représentation trans, je peux que recommander le travail de mon collègue Charlie Fabre, qui a écrit sur le cisgaze. C'est disponible sur représentrans.fr. Et aussi le travail de Karine Espinera, qui est plutôt académicienne, aussi chercheuse en études trans. Les travaux de GLAD aux États-Unis. Voilà. Après, sur les questions féminisme et cinéma, etc., en France, il y a le travail d'Iris Bray qui est très intéressant, à la fois sur la responsabilité, effectivement, dans nos représentations, notamment des relations sexuelles à l'écran, et aussi juste de la représentation des femmes au cinéma en général. Mais après, sinon, effectivement, il y aurait beaucoup trop de choses à citer. Et effectivement, je pense que tous les trois, on en bouffe des bouquins, des podcasts sur tout ça. Mais en fait, la meilleure chose
chose à faire, c'est effectivement d'aller chercher ces livres et de s'entourer, comme vous le dites. Et pour ça, l'associatif et les collectifs militants, effectivement, c'est là qu'on y retrouve de l'espoir. Comme ça partait de ça, la question, c'est effectivement, on part un peu défaitiste par rapport à l'État, mais ça n'empêche pas qu'on est nombreux et on se soutient. Et c'est comme ça qu'on tient le coup, en fait. Et sur les transidentités, si vous n'êtes pas sûr de comprendre quel terme il faut utiliser, comment s'adresser à une personne trans, c'est le site internet wiki, W-I-K-I, trans, trans.co. Ils ont 2 pages très importantes, c'est les transidentités en 5 minutes et les idées reçues sur les personnes trans. Voilà, ça permet d'apprendre plein de choses assez rapidement. Eh ben, merci beaucoup, on va finir là. Merci beaucoup à nos 4 intervenants. C'était passionnant. Et merci à Paris Cours de Vent de nous avoir laissé un petit peu déborder de cette table ronde. Donc, merci beaucoup.